Comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? When was the last time you talked to him? I ain't heard from him in 3 days. Dead right there. Detective's crime scene. C'est un des meurtres les plus violents de toute ma carrière. Il avait reçu plus de 20 coups de couteau. Sur tout le corps, en fait. Let me fill the dots in for you, okay? Right. Mr. Edwards is deceased. He's dead. What? Je ne pouvais pas l'éliminer de la liste des suspects. Started frustrating me. I just told you where I was. Cet indice nous a fait avancer. I'm not lying. What am I lying to you about? Elle s'est mise à transpirer de peur. This is 911. Yeah, I need the police. What's going on there? My cousin lives up front, and I haven't heard from him in 2 days. Well, I'm looking through his front window, and it looks like there's blood on the bed. Your cousin's name is what? Byron Edwards. Nobody's heard from him. His phone is off. You can't get in, but you're looking in the window? No, I can't get in. Like, I tried, but I mean, I can see, like, sort of through his blinds, through the window, and I see on his bed that there's blood. Le central de la police d'Evansville envoie l'officier de patrouille Mark Saltzman sur les lieux. Une petite résidence du centre-ville. On m'a appelé pour que j'aille vérifier si tout allait bien. Sur place, j'ai été accueilli par 2 hommes qui se sont présentés comme les cousins de M. Edwards. So I gotta ask you a few things first, because I can't just go into somebody's house. Yeah. When was the last time you talked to him? I ain't heard from him in 3 days. 3 days? Okay. So we I talked to my cousin every day. Was he sick or anything? No, it was nothing wrong. And does he have any health problems? Nothing. Okay, show me this window where you said it looks like you can see through and see. Right here. Like, look in this window right here. This one? Yeah. That I'm shining on? Yeah. So he's in this apartment? Yes. Look, see it? Like right here, look right there. You see the blood? Yep. À en juger par la quantité de sang qu'on voyait à l'intérieur, j'ai tout de suite su qu'il y avait une personne blessée là. C'était certainement grave. Par conséquent, il fallait entrer au plus vite. Je devais y aller tout de suite. So he lives in B here? Yes. I've been knocking on the door. Okay, do we have do you know, is there a landlord that would have a key? I don't know. Okay. I honestly don't know. He don't have his key. Okay, he doesn't. He lost his key. So okay, yeah. All right. So go, you guys wait for me out there. J'ai décidé de forcer la porte. Je ne savais pas ce qui m'attendait derrière. Oh shit. Go ahead and wait out there. Oh! Room 5. Dead right there. Detective's crime scene. Ce qui m'attendait, c'était le pire qu'on puisse imaginer. Quelques minutes plus tard, d'autres policiers arrivent sur les lieux. Go on. Oh, they talk to him, his cousin, they talk to him every day. Hadn't talked to him in 3 days. I looked through the window there. There's blood on the bed. So I went ahead and breached the door, and he's laying
right in front of the door. Looks like his throat's cut. Fuck. Right here? Right inside that door. I have not even been in. Should we go ahead and clear it, though? Yeah, we need to. I was waiting on somebody else. Go ahead. Yeah, go ahead. All right. Make sure you don't. Yeah. We need to get us a couple more cars over here. Okay. Grab this door since you got. Okay. All right. I'm shutting this. All right, we're out. Yeah. We checked that front room. Yes. Okay. Fucking shit. When we made entry to Quand on a inspecté le logement, we did not on n'a trouvé personne d'autre à l'intérieur. inside. Vu la quantité de sang sur le corps et autour de lui, on savait qu'il avait reçu plusieurs coups de couteau. Il y avait des preuves et des traces de ce qui s'était passé à travers tout l'appartement. Il fallait qu'on ne touche à rien et qu'on ressorte vite. Dehors, la nouvelle de la mort de Byron s'est vite répandue. Sa famille commence à arriver sur les lieux. En très peu de temps, une foule importante s'est massée à l'extérieur de la scène de crime. On ne sait jamais à quelle réaction s'attendre de la part de la famille. Parfois, on a de la confusion, parfois de la colère, parfois du chagrin. Byron avait un cœur énorme et il aimait les gens. Il n'avait pas d'a priori. Il était accueillant avec tout le monde. Il était adorable. On était tout le temps fourrés chez lui, à glandouiller, à rigoler. On pouvait lui faire confiance. Il était fiable. On pouvait être soi-même avec lui. Sa présence était rassurante. Et c'était ce que les gens appréciaient chez lui. Tu pouvais rire, tu pouvais pleurer, et il restait égal à lui-même. Il te faisait rire même quand tu étais au fond du trou, et il illuminait ta journée. C'était ce que les gens aimaient le plus chez lui. J'étais perdue quand j'ai appris ce qui était arrivé à mon frère. Ça se bousculait dans ma tête. On ne pouvait pas arranger les choses. C'était pas un problème qu'on pouvait résoudre. J'étais par terre, en pleurs. Dans cette situation, on est impuissant. Ça a été un choc. J'arrivais pas à y croire. On dit que ce genre de choses, on n'arrive pas à y croire, mais qu'au bout d'un moment, on s'y fait. Moi, j'arrive toujours pas à y croire. Je l'ai toujours pas intégré. À l'extérieur de la maison, la famille de Byron est en pleine détresse. À l'intérieur, les policiers commencent à examiner la scène de crime. Par rapport aux autres scènes de crime que j'avais vues dans ma carrière, celle-ci était une des pires depuis longtemps. Il y avait beaucoup de sang. La scène de crime s'étendait à tout l'appartement. Et de toute évidence, il y avait eu une lutte violente. Les enquêteurs examinent tout l'appartement. Ils font une découverte sordide. La porte de la chambre avait été défoncée, arrachée de ses gonds, et elle était par terre en morceaux, totalement couverte de sang. En fouillant la chambre,
les enquêteurs trouvent un téléphone portable et un revolver. Ils appartenaient probablement à Byron. Parmi les objets retrouvés, il y avait une bouteille de spray nettoyant et un gant. Ça indiquait qu'il y avait sans doute eu une tentative de nettoyage après les événements. À l'extérieur, les inspecteurs s'entretiennent avec les membres de la famille de Byron, dont sa sœur, Ashley. My cousin called and told us, and he's been calling us, asking us was he with us because he hasn't seen him. And we were like, no. He's like, well, his lights and stuff are off in his home. That's not like him. Even if he's gone, he never leaves his lights off. But when did he move? Why did he move out? I mean, did he move out from Eden, from your mom? Yeah, he ended up getting his own place. Does he ever leave any of them unlocked, like the window unlocked or the door unlocked? Now, you can't think of you haven't heard anything. No, nobody. The reason I ask is a lot of times people talk. Yeah. Correct? I mean, people talk. Yeah. And I mean, we're all pretty close, and I just talked to my cousins, and they're all just like, they just was worried about him because they haven't heard. It's not normal for us not to hear from Byron. Yeah. It's not normal for any of us not to hear from each other because we're pretty close. Okay. And then my cousin had kept calling, like, I've been over Byron's house several times today, and he's not answering the door. And I've been calling his phone, and it's going straight to voicemail. We knew something, and all his lights were off. They never. If Byron's even gone, he never leaves the lights off. We knew something was, he's that type of person, he has to have his lights on. He never leaves them off. Really? Is there a reason why? Does he want to do it? That's just him. Okay. Doesn't have any enemies that you could think of? None. Never had any disagreements with family? No, I don't understand it. Okay. He doesn't bother anybody. What makes you say that? Like he doesn't bother. He's the funny man. I got you. He's always joking. He's always the funny man. When we're together on family together, he's always making everybody laugh. But thinking about tonight, but there's nobody that you would think of? Nobody. Ashley déclare néanmoins aux enquêteurs que plusieurs voisins lui ont confié avoir vu une certaine Inez chez Byron quelques jours plus tôt. Inez est devenue notre préoccupation principale, car à ce stade, on n'avait pas d'autres pistes. On devait déterminer si elle avait rencontré Byron récemment, car elle était peut-être la dernière personne à l'avoir vu en vie. C'était génial de grandir avec Byron. C'était mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. On était très proches. Il me surprotégeait. Byron était un bout en train. C'était un blagueur. Dès qu'il entrait dans la pièce, on savait qu'on allait s'amuser. Il était toujours en train de rire, de danser. Il adorait la musique. Il était très généreux. On pouvait lui demander n'importe quoi. S'il l'avait fallu, il vous aurait donné sa chemise. Il ne voyait jamais le mal chez les gens. Il ne voyait que leur bon côté. C'est pour ça que les gens le trouvaient aussi sympa. Il ne jugeait pas les gens, il les prenait comme ils étaient. C'était la personne vers qui se tourner quand on avait besoin de parler. C'était le seul garçon, alors on le chouchoutait. Et il nous le rendait bien. C'est difficile de ne pas savoir ce qu'il s'est passé. On a besoin de savoir qui a fait ça et comment ça s'est passé. Tant qu'on ne connaît pas la vérité, pour une sœur, c'est un poids qui est là en permanence. Le lendemain, pendant que les enquêteurs travaillent pour apporter des réponses à la famille de Byron, les premiers résultats de l'autopsie arrivent. Les conclusions de l'autopsie étaient terribles. Il avait reçu plus de 20 coups de couteau, il avait la gorge tranchée et son visage était balafré. Il avait des blessures à la poitrine, au dos, au cou, sur tout le corps en fait. C'est un des meurtres les plus violents de toute ma carrière. Le nombre de blessures infligées à Byron nous inquiétait, car le coupable était une personne extrêmement violente.
et une menace potentielle pour le reste de la population. Mais ça nous a aussi amené à nous dire qu'il devait y avoir un passif entre le meurtrier et Byron. Il fallait qu'il y ait un lourd contentieux pour qu'un tel niveau de furie se déchaîne. Quand on travaille comme inspecteur, on voit beaucoup de morts. Malgré tout, on a du mal à concevoir un tel degré de violence. Comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Les enquêteurs retrouvent Inez, la femme que des voisins ont vue chez Byron peu avant le meurtre. Elle est amenée au poste pour interrogatoire. I'm Detective Melton. What's up? Obviously, you've been talking to Detective Dean here. Are you thirstier than you good? Oh, you got cold? Okay, good. Can I sit in here with you real quick? Yeah. Blake, you mind if I sit there for you, please, so I can do some writing? I mean, I didn't mean to interrupt your conversation, but what are we my here for? Well, let me ask you something. What do you think you're here for? I don't know why I'm here. Okay. I want to talk to you about a guy named Byron Lee Edwards. What do you know of Byron Edwards? What does he look like? I don't know. This gentleman right here. Oh, I know him. Yeah, how do you? Okay, what do you call him? I call him Vito. C'était la première fois qu'on entendait ce surnom. Je ne le connaissais pas jusque-là. Okay, tell me about it. What do you know about it? So, like, I guess B-Dub lives around Franklin. Well, he does live around Franklin. I would go, though, over to B-Dub's crib. It'd be like a whole bunch of other people. Okay. When did you last see Mr. Edwards? Byron Edwards. B-Dub. Okay, B-Dub. The last time I saw B-Dub, I called him on the phone to see what he was doing. So I went over there. When was that? That was probably 2 days before his birthday. Whatever day his birthday is, it was like 2 days before his birthday. Okay. So he was his birthday's on the 3rd of November. So you're saying before that? Yeah, no, it was the 3rd of November. Elle disait qu'elle ne l'avait plus vu depuis son anniversaire, c'est-à-dire des semaines avant sa mort. Mais on nous avait dit que c'était une des dernières personnes présentes sur les lieux quand il était encore en vie. Okay. So this is real important. I've asked him this question because your name has come up on something, okay? Okay. 3 different people told me you were there around midnight, Monday night, going in Tuesday morning. Okay. Well, I can't worry about those people say I wasn't there. Let me fill the dots in for you, okay? Right. Mr. Edwards is deceased. He's dead. What? This guy's dead. What? He's dead. Dead. He's dead. He's been found deceased tonight. That's why we're talking. Now, listen to me a second, okay? Oh my God, that's so scary. Oh my God. No. No, hold on. Be quiet. Okay. Be quiet. Elle a été bouleversée en apprenant la nouvelle. Il nous fallait plus d'informations. Pour y voir plus clair dans son récit, les enquêteurs demandent à Inez où elle était lundi soir, quand Byron s'est fait tuer. Monday night, I worked on Monday night. So we can verify that? Yeah, you can verify. Okay, all right. When did you leave there? About 9. 9 p.m.? Right, yeah, about 9. Monday night? Monday night. Okay, so I'm talking about past that. Going past 9 o'clock, going to midnight Tuesday, when it turns to Tuesday. Where were you at in that time? Okay, so I was laying on their porch about, I think it was about 12 or 11. Was laying on whose porch? No, that was on a Sunday. Hold on. On avait du mal à la suivre et à comprendre de quoi et de quel endroit elle parlait. Vu la confusion de son histoire, il a fallu creuser pour tenter d'obtenir plus de détails. I'm talking about when you got off, you said Monday evening, you left about 9 p.m. Monday evening. Monday evening. I got on the city bus, but I made a stop. I forgot where I stopped at. I stopped right back there on Franklin, and then I was gonna... Stopped on Franklin by over there? I stayed on the porch. Now, when was exactly that? When was it? Tuesday? By the time I touched down to Franklin, it was probably like 10:30 p.m.
This till Monday evening? No. This is Tuesday, going into Tuesday next. Okay, don't try to confuse me. I'm not trying. I wasn't nowhere around that motherfucking shit. I don't Inez, we're just he's trying to get like he okay. said. You're saying you didn't do it. We gotta know where. I don't care about. Inez, we're just treating your whereabouts. I'm really starting to get mad. No, don't get mad. Yeah, this is really starting to piss me off. Like, cause don't talk to me like that. Really pisses my defense up. Don't talk to me like women. You talking about nighttime? No, you heard exactly what I said during the daytime. Don't twist nothing I said. Inez, hear me out. We went to this scene to do our investigation. Your name was brought up. We're talking about that night. We're not trying to go back to Sunday. We're talking about Monday night after you got off of work. We're not questioning. We're not saying you're lying. What we're doing is just trying to build up. If you have an alibi, if you were somewhere, that's what we need to know. We need to know who you're with. I know how that goes. But you're getting frustrated. Because it started to frustrate me. I just told you where I was. Pendant l'interrogatoire, elle est apparue très agitée et fatiguée, ce qui peut rendre la vérité encore plus difficile à obtenir. The code, my code. Yeah, you can look through my phone. I don't give a fuck about that. I'm really ready to leave. I'm starting to get mad. I don't think you concerned about B-Dub. That's really sad about B-Dub. But I'm concerned about my name when I'm nowhere around B-Dub. Ain't been nowhere around B-Dub since that one. Let me tell you something. It doesn't matter. If we go to a scene like that and a name gets thrown out, you better believe we're going to talk to him. It's nothing personal against you. I think you're a good person. Son itinéraire était très difficile à suivre. Si on voulait son téléphone, c'était pour vérifier son alibi et où elle se trouvait ce soir-là. I'm gonna try to get back to you soon. I want to make sure there's nothing pertinent towards what happened to Byron happened. I don't care about none of that stuff either, but you can't keep my phone. I'm not trying to keep your phone. C'est compréhensible que les gens soient en colère quand on leur saisit leurs affaires, en particulier leur téléphone. Mais je ne pouvais pas me permettre de laisser cette possible pièce à conviction sortir du bâtiment. Your phone is with me. It's in property. Here's your receipt. Okay? That's where I'm going to go. It's going to be with me. Once I can get a warrant and get it downloaded or however I got to go about it, then you'll get your phone back. Man, I need my phone. Well, you're not getting your phone tonight. That's why, until I can rule you out, this is a homicide, and I'm not going to let a phone go when people are putting you on scene in about the time that he was killed, and I can't rule you out completely. My phone is not going to tell you whether I was or not. I just told you. A phone can put you at a place. A phone will track you. Yes, it will. And here's the thing. Until I rule you out on this, you're not getting your phone back. If your phone has nothing to do with this and you're not my person, I don't give a damn. I'll give you your phone. I don't care about your phone. I need my phone. But you're not getting your phone. You're getting a piece of paper tonight. So whether you like it or not, you can leave it here or you can take it with you. Until that, you're not getting your phone. À ce moment-là, je ne pouvais pas l'éliminer de la liste des suspects. Il fallait qu'on aille vite et qu'on sache s'il y avait des preuves dans ce téléphone. Les enquêteurs examinent le téléphone d'une femme que des témoins ont vu sur les lieux où Byron Edwards a été tué. Quand on saisit un téléphone, on ne peut pas fouiller son contenu. On envoie d'abord une demande au juge, et s'il estime qu'elle est fondée, il nous accorde un mandat et on peut alors inspecter le téléphone. Quand quelqu'un refuse de coopérer, ça nous met la puce à l'oreille. Mais en examinant le téléphone, on n'a trouvé aucun élément d'intérêt concernant la mort de Byron Edwards. On a rayé Inez de la liste des suspects. Inez est innocente. Pendant ce temps, la famille de Byron lui fait ses adieux. À l'enterrement de mon frère, il y avait énormément d'amis et de membres de la famille. C'est moi qui ai organisé les obsèques parce que ma mère n'était pas en état. Le jour de l'enterrement, ma colère était à son maximum. Parce que ce jour-là, la réalité s'est imposée à moi. Il a fallu faire nos adieux, et c'est la dernière fois qu'on a vu son visage. J'étais encore en état de choc. J'arrêtais pas de dire que c'était pas mon frère. J'arrivais pas à y croire.
Tout le monde disait à peu près la même chose. Qu'il était adorable, respectueux, attentionné, drôle. Byron leur manquait et il l'aimait. C'est quelque chose qui ne vous sort jamais de la tête. Voir votre frère comme ça vous reste à tout jamais. Les enquêteurs espèrent que le téléphone de Byron, qui a été retrouvé sur les lieux, leur fournira une nouvelle piste. Après examen de son téléphone, on a établi que certains de ses derniers textos étaient adressés à une femme. Cette conversation par texto leur apprend que Byron a vu une certaine Emily et une de ses amies la nuit du meurtre. Ces conversations découvertes dans son téléphone nous ont amenés à la phase suivante de l'enquête. Il fallait qu'on fasse venir cette femme pour l'interroger sur les événements de cette nuit-là. This is Detective Keene. Hey, Dad. Sorry to get you out of work. No, you're fine. Are you off though? Yeah, I'm off. Okay, we're good to go then. So I explained to you what we needed to do here, and just to talk to you about the night you were over at B-Dub's house. I told you that we've already got text messages and everything, but just yeah. Okay, so just if you can remember as much detail as you can, just kind of how things transpired, like when you first started talking to B-Dub that night. Elle a dit qu'ils étaient très amis, qu'ils se voyaient souvent, et qu'elle était allée chez Byron Edwards le soir du meurtre. I had seen his lights was on down at his house, so I texted him like, "Hey, what's up? You know, you down the street?" He was like, "Yeah, come down here and smoke with me, drink with me, or whatever." So we went down there and we sat on his couch. He was standing up and he pulled a gun out his jacket pocket that he was wearing, and I was like, "Did you get a gun?" He was like, "Yeah, I got two of them, but I only seen one." Elle a déclaré que Byron avait sorti une arme pour la lui montrer. Et on avait justement une photo d'un revolver retrouvé sur les lieux. Elle nous a confirmé que c'était bien l'arme que Byron lui avait montrée ce soir-là. So were you by yourself then? You didn't No, have... I was still with her. Okay. When I first went down there, I took her with me. We went down there together. Nobody else was there but you three, right? So Me three. Emily explique ensuite que plus tard dans la soirée, son amie et elle ont décidé de partir. And then I told B-Dub I'm about to catch a cab, and after that, I didn't go back. Mais Emily relate qu'avant son départ, quelque chose de bizarre s'est produit. Somebody had knocked on the door, and he was like, "Who is it?" And then he opened it and cracked it, and it was the light-skinned guy. He was standing up, and the light-skinned guy came in and sat down. No, I don't know him. I don't know who he is. Can you describe this light-skinned guy to me as far as like anything, any features you can remember? I mean, I'm talking hair color, eye color. I mean, just everything you can remember from this guy. I know he had a bag with him. He was, I don't know, like, I don't know I know he was light-skinned for sure. I think he might have had dark hair, dark brown hair maybe. Emily raconte que même après son départ, Byron a continué de lui envoyer des textos jusque tard dans la nuit. B-Dub blew my phone up asking me to come back, but I wasn't interested, so I didn't go back. And then he blew my phone up to like 4 o'clock in the morning. Yeah. You asked who you're with. Yeah. And that's pretty late. It's like 2:40. And then he said the same person with me you left. So same person that was with him when I left, which was that light-skinned one. Au regard de ces textos, les enquêteurs pensent que cet homme est peut-être le dernier à avoir vu Byron en vie. Les échanges de SMS nous ont permis d'établir à quel moment ces personnes étaient ensemble ou pas. Ce fil de messages a joué un rôle capital dans cette enquête.
Elle nous avait tout de suite informé que Byron lui avait dit que cet homme, un métis à la peau claire, était le frère de sa voisine. Je me suis rappelé qu'on nous avait donné le nom de cette fille, parce qu'elle habitait l'appartement mitoyen. Le bâtiment était partagé en 2 logements, le A et le B. Elle habitait le A et Byron le B. Et ce soir-là, elle était présente. Ayant déjà le nom de sa sœur, les enquêteurs apprennent vite que l'homme qu'ils recherchent se nomme Elijah Johnson. On a rapidement découvert qu'il était incarcéré dans la prison du comté de Vanderburg pour une autre affaire. Il avait balafré une femme avec un couteau. Cette information nous a confortés dans l'idée qu'Elijah était probablement impliqué dans l'homicide de Byron. Les inspecteurs font revenir Emily pour une séance d'identification à partir de photos. On voulait être sûr qu'on parlait bien de la même personne. On lui a présenté une série de photos, de façon à déterminer si la personne qu'elle avait vue ce soir-là était bien Elijah Johnson. Well, I've got a picture here, and this is going to be of several people, okay? And all I ask you to do is if you recognize the guy that you saw that night, if you could circle it for me and then just put your initials by there if you recognize any of these people on here as being there that night. Wow. Elle a désigné Elijah Johnson comme étant l'homme qui se trouvait chez Byron. Dès l'instant où elle a vu le visage d'Elijah, elle s'est mise à transpirer la peur. Ça lui a fait un choc de voir sa photo. À mon avis, elle commençait à soupçonner qu'Elijah était impliqué dans la mort de Byron. À la suite de son identification, les policiers font venir Elijah Johnson depuis sa prison pour l'interroger. Motherfuckers don't listen. God damn. And who the fuck is this new asshole, man? Oh, you should. Could have talked to me at the fucking. Such bullshit. Such bullshit. I was like, I'm not trying to go through this process. I already got a lot of shit on my mind. I just don't want to go through the repetitive process. I'm not even fucking hungry now. It just pissed me the fuck off. Une fois Elijah amené au poste, il s'est mis à parler tout seul. Ça nous a inquiétés, parce que quand il y a de l'agressivité et de l'agitation dans la salle d'interrogatoire, c'est compliqué d'obtenir la vérité. On lui a expliqué que pour bien comprendre cette affaire, il fallait qu'on ait une conversation sur les événements de ce soir-là. Pour commencer, les enquêteurs demandent à Elijah s'il était chez Byron le soir de sa mort. I showed up and it was just him and 2 females. They were already there when you got there? Yeah, the females were already there. Okay. They were sitting there talking about what they were going to do next, their next move, and they ended up leaving. I was there for maybe 15, 20 minutes before they left. Okay. And then I was there, and then after they left, I was there for an extra 10 minutes, and they ended up leaving. And so you left about 10 minutes after they'd been there? Yeah, I went to my grandma's, yeah. Did you know the 2 girls that worked at Byron's apartment? No. Know them by nickname or anything? No, I've never seen them girls before. Il est devenu évident qu'il nous mentait. On était de plus en plus convaincus de tenir la bonne personne. The thing you have to understand is when I'm looking at the evidence that I'm seeing, there's no doubt about it, you lied to me. What am I lying to you about? Well, you told me that you were there for a little bit. You were there for much longer than that. No, I was not. No, I was not. You mentioned. What is your point for a long time? What is your point for a long time? Like hours? Yeah. No, I was not over there for no hours.
The thing about it is, man, you have to understand, we have cell phone records, okay? We know who Byron was texting. We know what he was saying, and he said you were there. Just take me back, man. This is just crazy, man. Just listen to what I got to say. All right, go ahead. Did Byron try to do something to you at the apartment? Did he come at you? He try to attack you or something? You guys get to arguing, beefing over something? He come at you, put you in a position where you had to do something, save your life? These are things we need to know. I mean, it's important, man. Yeah, we can't just like keep going on wondering. And this is where you get to tell your story, okay? On ne cherchait pas à influencer Elijah ou à lui fournir une ligne de défense. Mais si c'était en partie ce qui s'était passé ce soir-là, on voulait qu'il nous le dise. On voulait qu'il soit suffisamment en confiance avec nous pour nous dire s'il avait commis ce meurtre parce qu'il avait eu l'impression d'être en danger, sans forcément la lui suggérer. On voulait qu'il sache que si c'était son explication, on était prêt à l'entendre. So did you guys get into it? No. Would you have been beefing about anything? No. You know, me and him had no problems. But something happened, man. Something happened. No, there's not nothing that happened between me and him. What are y'all trying to say? We know what happened, but the why is the important part for you because there's a reason behind it, and sometimes that reason tells the whole story, okay? It provides an explanation. All right, y'all want to know the truth? We do, man. We need to know. Yeah, something happened at that apartment. You know, the argument broke out. Between you and Brian? Yep. Yeah. He was about to grab a weapon. I don't know what it was. I seen him reaching down. And I already had my knife on me. And that's what happened. But, you know, I need to hear your story that, because I mean, there's pieces that I have that tell me facts, and I need to make sure you're being honest with me, just because we've had issues before, okay? Let me stand up here. Yep. That's a bite mark right there. Okay. From where Byron bit you? Yep. And right during the attack? During the attack, yeah. Okay. Yeah, go ahead and pop a seat there, man. And then that's where I cut myself. During the attack? During the attack. With your own knife? Yeah. What kind of knife was it? It's not a switchblade, but it was like a folder? A folder, yeah. Okay. Okay, so it would fold up and then open up like that. Now, at this point, I want to ask a question. Where were you guys at when you were arguing? We started off in his bedroom. Okay, so you're arguing in the bedroom initially. Okay, yeah. Go ahead. I'm sorry. Well, when he was going, I think it was something by his bed. I don't know what the fuck it was, or under his bed. You know what I'm saying? But anyways, he goes in, he's going by his bed, and as soon as he does that, I stick him right here. Okay. I stick him right here. So, which side of the bed? If you're, so say this is Byron's door from the living room, and his bed is right here, and he's on the bed. Is he sitting up or is he laying? We're on the no. He's sitting up. Sitting up on the bed. Was he like on the edge, like sitting, or was he just like? No. We were talking. Okay. Yeah, we were talking. Okay. You know what I'm saying? So which side of the bed did he reach over to grab something? Would it have been the side where the door to the front of the house was over here? No. And there was a narrow way right here? No. Quand les aveux tombent, dans ce genre d'affaires, c'est toujours par surprise. On ne sait jamais trop à quel moment la personne va finir par se dire « ça me pèse trop, il est temps que je me déleste de ce poids ». Okay, so how did you leave? I told you, I went out the front door and then walked like to my grandma's. Did you lock the door behind you? Yeah. Okay. Did you try to clean up anything? Because, you know, that's like important. A spray bottle in the bathroom. And that's why we're asking about your blood. All right. Oh, yeah. Yeah, I did. Is there anybody else involved in this besides you and Byron? Oh, no. Are those two girls involved? No, sir. Did anybody on the outside influence you at all? No. Nobody influenced me. He called me out my name. I called him out his name.
then he went, like I said, he went for a weapon, or like he looked like he was going for a weapon. You know what I'm saying? Mm-hmm. Well, man, I appreciate you being honest with us. La déposition d'Elijah sous-entendait que c'était de la légitime défense. Il a déclaré que Byron avait voulu attraper son arme et qu'il avait réagi pour se protéger de l'attaque qu'il voyait arriver. Mais après examen des preuves, les inspecteurs voient les choses différemment. Pendant l'interrogatoire, Elijah a clairement dit qu'il l'avait poignardé par derrière. L'autopsie a révélé que des coups de couteau avaient été portés à l'arrière et à l'avant du corps de Byron Edwards. L'autopsie a aussi montré que Byron avait des blessures défensives sur les mains. Elijah a décidé de nettoyer la scène de crime. Il a expliqué en détail comment il avait utilisé le spray nettoyant et mis des gants en caoutchouc. Tout ça ne va pas dans le sens de la légitime défense. Quand on considère ces faits, on en conclut qu'ils ne se sont pas simplement querellés. Bien entendu, il n'y avait personne d'autre qu'Elijah et Byron. Je pense qu'il s'agissait simplement d'une altercation entre deux personnes qui se connaissaient et qui s'est tragiquement soldée par le meurtre de l'une d'elles. Elijah Johnson a plaidé coupable d'homicide volontaire sur la personne de Byron Edwards. Il a été condamné à 29 ans de prison. C'est dur parce que même si c'est une satisfaction d'aider une famille qui a perdu un proche de façon aussi violente, on sait qu'on ne pourra jamais lui rendre cette personne. Mais peut-être qu'on l'aura aidé à faire son deuil. Un morceau de moi a disparu. C'était mon meilleur ami. Je ne retrouverai jamais l'amour qu'il me donnait, chez qui que ce soit. Je suis vide à l'intérieur. J'ai mal. C'est dur. J'aimerais lui parler tous les jours, et je le fais. Je prie et je lui parle. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Je ne peux pas dire il nous a quittés, parce qu'il ne m'a pas quitté. Il est toujours dans mon cœur et je ne l'oublierai jamais. Tous les jours, j'ai l'impression que si je l'appelle, il va arriver. Pardon. Si je pouvais lui dire quelque chose, ce serait « Je t'aimerai à tout jamais ». Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Tu nous manques. Continue de veiller sur nous. Il me manque énormément. J'essaie de tout faire pour qu'il le ressente. On honore sa mémoire. Et on fait en sorte que par la pensée, il soit avec nous au quotidien. Il y a une façon particulière quoi la neige de tout rendre plus silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Cette nuit-là, dans une petite ville où les lampadaires tremblent sous le vent de toutes les fenêtres restant closes après 22 heures, la lumière bleue d'un gyrophare découpait les façades en tranches froides, au bout de l'allée. Derrière une barrière de ruban rouge et blanc, une ambulance attend moteur allume. Prêté à avaler l'histoire avant même qu'on comprenne ce qui se passe, au sol. Près des marchés du porche, un corps trop petit pour être celui d'un homme. Un garçon, la peau cireuse. Les lèvres légèrement entrouvertes, un bras tordu comme s'il avait voulu attraper quelque chose qui n'était plus là. Une voisine, manteau jeté à la va-vite. Répétait sans s'en rendre compte la même phrase, comme une prière qui suce. Il ne bougeait plus, il ne bougeait plus. Le policier le plus proche n'a pas encore posé de questions. Il observe, il écoute. Il stocke dans ces moments-là. Les mensongers de la vérité ont souvent la même voix, celle de la panique. Sur le perron, la mère du garçon a les mains collées à sa bouche.
ses doigts blancs de pression. Et ses yeux cherchant un endroit où se poser sans devoir regarder l'enfant. Le père, Louis, a cette immobilité des gens qui veulent paraître solides, une immobilité qui ressemble à une épouse. Il fixe la scène comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre quand l'ambulancier s'accroupit. Glisse deux doigts contre la carotide, puis reculer d'un centimètre. Sa respiration change. Il ne dit pas morte. Il ne dit rien, mais son regard. Louis, parlez. La radio crépitait, un nom de rue. Un numéro, des codes. Dans la cuisine, la bouilloire sifflait encore. Oublié sur le feu, et personne n'entend ce sifflement qui ressemblait déjà à un avertissement tardif. Le garçon s'appelle Léo. 11 ans. Scolarisé à l'école du quartier. Premier de la classe en sciences. Du genre à ramasser les insectes pour les observer plutôt que les écraser. On le décrit souvent comme tranquille. Si, mot-là, tranquille. C'est un mot qui rassure les adultes, un mot qu'ils utilisent quand ils ne savent pas vraiment qui est l'enfant en face d'eux. Tranquille, donc facile. Tranquille, donc sans histoire. Et cette nuit-là, l'histoire le réclame quand même. Le premier détail qui frappe les policiers n'est pas le corps, c'est ce qu'il y a autour. La porte d'entrée est entrouverte, mais la chaîne de sécurité est accrochée. Comme si quelqu'un avait voulu ouvrir sans vraiment ouvrir sur la première marche. Une semelle de chaussures laisse une très sombre, humide. Et l'empreinte semble trop grande pour appartenir à l'enfant. Sur le côté. Un sac à dos est posé soigneusement. Presque droit, comme si on l'avait aligné par réflexe. Une fermeture éclair ouverte sur 3 cm. Rien n'est dépassé. S'il n'est pas un sac renversé dans une urgence, c'est un sac de pause. Et ainsi un moment précis, sans que personne ne le formule. Quelque chose s'y met à grincer dans l'esprit de ceux qui regardent. Les urgences ne rangent pas. L'ambulancier recommence. Il approche de nouveau ses doigts. Insiste, change d'angle. Le policier observe la jugulaire, la couleur des ongles. La rigidité. Il a déjà vu des morts. Il sait que le corps, parfois, met aux vivants un soufflet qui n'existe pas. Une chaleur trompeuse, une époque qui garde un semblant de présence. Pourtant, il y a une nuance ici. Quelque chose d'inconfortable, comme un costume qui n'est pas à la bonne taille. Puis, soudain, l'ambulancier lâché, très basse. Juste pour son collègue, je ne comprends pas. C'est tout, mais c'est assez. La mère entend quand même, elle fait un pas. Comme attirée par s'y murmurer, puis s'arrêter. Reculer, et sa main tremble si fort qu'on dirait qu'elle va se briser. Qu'est-ce que vous dire, vous ne comprenez pas? Demande-t-elle. Sa voix n'a pas la forme d'une question. Elle a la forme d'un trou. Le policier s'interpose avec douceur. La repousse légèrement en arrière, parce que dans la foule des instincts. Il y a aussi que Luigi, protéger un parent de ce qu'il ne pourra pas désapprendre. Le père, Louis. Reste figé, et si contraste elle qui cherchait. Louis qui se fixe commence déjà à dessiner 2 récits possibles. Plus tard. Quand les journalistes demanderont à quoi les heureux. Quand les voisins répondront, vers minuit. Quand les réseaux sociaux gonfleront les histoires comme une voile. On oubliera souvent le détail le plus simple, cette nuit-là. Léo n'était pas censé être dehors, selon la version de la mère. Il était monté se coucher vers 22h30 après avoir insisté pour finir une vidéo sur les constellations. Selon la version du père, il était encore debout à 23h. Parce qu'il traînait toujours. 2 versions d'une banalité apparente. 2 façons de dire la même chose et pourtant de peindre un enfant différent, d'une passion.
l'autre indiscipline, et les policiers les savantes. Si sont les petits désaccords dans les familles, qui deviennent parfois les grands dans le salon. Les policiers notent, ils notent tout. Même le bruit du chauffage, même la façon dont les rideaux ont été tirés. Ils notent aussi qu'il manque une chanson à l'entrée. Un ziul. L'autre est là, pose dans l'angle comme un animal abandonné. Il demande, il est sorti comme ça. La mère secoue la tête. Non, jamais. Il avait peur du froid. Le père répond presque en même temps. Il pouvait sortir chercher un truc. Il l'a déjà fait. Les mots se chevauchant. Si hurtant, la mère regarde le père comme si elle le découvrait. Louis ne la regarde pas. Selon ce qui sera plus tard rapporté par la presse locale et confirmé par des extraits de procès, verbaux qui circuleront en partie. L'appel au service d'urgence a été passé à 23H47. C'est une minute qui deviendra lourde. Parce que la minute est un crochet où tout s'accroche. La mère dira qu'elle a entendu un bruit sourd. Comme un sac qui tombait, et qu'elle a ouvert la porte en pensant à un chat. Le père dira qu'il a voulu déjà là quand il est arrivé. Une voisin affirmera avoir aperçu une silhouette au bout de l'allée. Un homme, peut-être. Avant que les lumières ne s'allument, un autre voisin dira n'avoir rien vu, mais avoir entendu une voiture tourner au ralenti sans accélérer. Comme si le conducteur cherchait une adresse, ainsi il stayed. L'enquête tient sur des choses fragiles, des sensations, des perceptions, des souvenirs qui se fabriquent en même temps qu'ils se racontent. Pourtant, un élément est déjà plus solide que le reste. Le garçon, au moment où on la trouve, semble être morte et dans le métier. Semble est un mot dangereux, il contient le doute. Et le doute est une porte. Dans l'ambulance, on place des électrodes, la machine trace des lignes. Dans la lumière blanchâtre, la paire de Léo a une teinte de papier. L'ambulancier appuie. Écoutez. Tentez, puis il se tourne vers les policiers. Et il y a dans ses yeux ces mélanges d'ennui professionnel et de stupeur véritable quand le jeu passe. Il est froid. Mais il s'interrompt, son collègue vérifie à nouveau. Une respiration, si faible qu'elle pourrait être imaginée. Ou passe, la mère se met à pleurer d'un seul coup. Comme si son corps avait retenu la douleur jusqu'à ce qu'un détail lui rendait le droit de s'effondrer. Il vite. Elle s'accroche à cette possibilité comme à une rambarde. On transporte le garçon, les portes claquant. Les gyrophares s'éloignent en avalant la neige. Sur le perron, le ruban reste, flottant, ridicule, et pendant quelques secondes. La rue redevient une simple rue avec des maisons, des volets, des lampes. Mais tout a déjà basculé, parce que dans les affaires qui marquent une ville, si n'est pas toujours le crime qui fait basculer, c'est l'incompréhensible. Un enfant qui semble être mort, n'est-ce pas une phrase qui se range bien dans un tiroir? C'est une phrase qui contamine. À l'hôpital, selon des témoignages indirects qui seront plus tard évoqués dans des articles et des récits de presse, les médecins hésitent d'abord entre deux scénarios, hypothermie sévère ou intoxication. La température du corps ne correspond pas à l'air extérieur. Les pupilles ne racontent pas une histoire simple. Il y a une marque au poignet, à peine visible, comme un frottement répété, rien d'évident. Rien de spectaculaire, juste si malaise. Le corps ne collait pas parfaitement au récit qu'on a envie de croire. Dans un couloir, une infirmière demande à un policier, vous êtes sûr qu'il a été trouvé dehors? La question paraît absurde, mais elle est exposée. Parce que l'absurde est ici. S'invite, pendant que les médecins travaillent.
La police commence les travaux qui ressemblent le plus à de la couture, ressemblent les morceaux. On prend les téléphones, on regarde les messages, on note les heures, on demande la routine du soir, on demande les disputes, on demande les secrets. Dans ce genre d'histoires, les secrets ne sont pas toujours spectaculaires, parfois. C'est une dette, un collègue, une jalousie, une peur de perdre la face. On demande au père où il était exactement entre 23 heures et 23h47. Il répond vite. Trop vite, il dit. Dans le salon, il dit. Devant la télé, il dit. Avec ma femme, la mère. Elle ne confirme pas tout de suite. Elle ferme les yeux, cherche la scène. Je suis montée, je crois. Son incertitude n'est pas forcément un mensonge. C'est peut-être juste la panique, mais la panique. Dans les dossiers, c'est lit comme une enquête qui bave. Les policiers vont ensuite vers les caméras. Dans les quartiers résidentiels, il y a toujours des gens qui installent des dispositifs pour la sécurité et qui deviennent sans le vouloir les archivistes des drames. Une sonnette connectée, une caméra sur le garage. Une dashcam oubliée, d'après ceux qui rapporteront ensuite des dépêches et des papiers de presse. Il y a une séquence courte. Grainy, le 23H31. Un faisceau de fer traverse le haut de la rue et 23H32. Place rien, le 23H46. Un autre faisceau, comme un retour. Et puis, et 23H47. La lumière de la maison de Léo s'allume. C'est presque trop propre pour être une épreuve. Parce que la preuve parfaite fait toujours suspecter une mise en scène. Mais c'est ce qu'il y a. La mère, quand on lui montre les horaires, reste bloquée sur une seule idée. Elle était dans sa chambre. Elle s'accroche à cette phrase comme on s'accroche à une chaise au bord du vide. Je l'ai entendu marcher. Les policiers demandent. Vous l'avez-vous? Elle secoue la tête, puis elle se reprend. Non, mais je sais. Je sais, le père se crispe. Il finit par dire, il pouvait descendre. Il la despied. Non, dit. Sa phrase est presque agressive. Et l'agressivité, dans un moment comme celui-là, ressemble à une défense. La mère le fixe, stupéfaite. Tu parles de lui comme si, elle s'interrompt. Elle n'arrive pas à dire comme s'il avait fait exprès. Elle n'arrive pas à dire comme s'il était coupable, mais l'idée flotte. Intolerable, plus tardy, en compulsant des archives judiciaires et des rapports d'enquête, on verra que les policiers ont noté un autre détail à l'hôpital. Au moment où l'on annonce que Léo est dans un état critique mais vivant, le père ne s'effondre pas. Il ne remercie pas, il ne pose pas de questions médicales. Il demande est-ce qu'il va parler. Ce n'est pas une phrase qu'on oublie, c'est une phrase qui colle. Parce qu'un parent demande d'abord s'il va vivre, un parent demande ensuite s'il souffre. Est-ce qu'il va parler? C'est une question de quelqu'un qui craint un récit. Et puis il y a la question de la mort apparente, dans les faits divers. Si thème revient comme un cauchemar ancien, ces situations où le corps semble avoir franchi une frontière alors qu'il ne l'a pas fait. Ces états qui trompent les témoins, ces secondes où la vie se cache. Des spécialistes interrogés dans d'autres affaires, cités dans des articles de médecine légale et de presse grand public, rappellent souvent que certains chocs, certaines intoxications, certaines hypothermies peuvent donner l'illusion du décès, surtout des proches paniques. L'illusion est humaine, si qu'il est moins. C'est le reste, si Léo a frôlé la mort. Qui l'a mis sur si parent, et pourquoi? Parce qu'un enfant ne se dépose pas tout seul, proprement. Avec un sac à dos range,
et 2h12 du matin. La police retourne sur les lieux avec une lampe puissante et la neige devient un tableau où chaque trace est une phrase. On cherche des pas, on cherche une glissade. On cherche un combat, on trouve pas. Trop pis. Les empreintes sont étrangement rares. Comme si quelqu'un avait pris soin de minimiser le passage. Pourtant, une trace ressort, un frottement près de la barrière. Comme si quelque chose de lourd avait été traîné sur quelques mètres. Pas longtemps. Juste assez pour changer l'endroit exact où on le trouverait. C'est presque un geste d'auteur. Et l'enquêteur, en regardant cette marque, se dit quelque chose qu'il n'avoue pas à voix haute. Quelqu'un pense à la scène comme à une scène. À l'école, le lendemain. La rumeur part plus vite que les adultes. Les élèves se racontent que Léo est attaqué. D'autres disent qu'il s'est évanoui, d'autres encore inventant une camionnette blanche. Parce que la camionnette blanche est le monstre pratique des villes, celui qu'on évoque pour rendre la peur tangible. Une enseignante, interrogée plus tard selon des témoignages de presse, dira que Léo avait changé depuis quelques semaines, qu'il était plus silencieux, qu'il évitait certains élèves, qu'il avait demandé une fois s'il existait des endroits où l'on pouvait disparaître, sans que personne ne te retrouve. Personne n'avait pris ça au sérieux, les enfants posant des questions étranges. On les oublie jusqu'à ce que l'étrange devienne une cordée. La police, elle, remonte les derniers jours. On découvre un détail minuscule. Un mot dans la légende de Léo, écrit d'une écriture appliquée. Un prénom, Niels. À côté, un symbole. Une étoile, la mère dit ne pas connaître de Niels. Le père fronce les sourcils, puis dit. Peut-être un camarade, quand on interrogeait les camarades. Aucun ne s'appelle Niels, à Kerajela. Un prénom inconnu n'est pas grand-chose, mais une étoile à côté. C'est un signe, une importance. Quelqu'un que l'enfant attendait, you redoubt it. You admire it. On demande à l'école si un intervenant extérieur est pas. Un animateur, un coach. Un parent bénévole, un fouillé. Rien d'évident, et l'absence d'évidence commence à peser comme une preuve négative. Si personne ne s'appelle Niels, alors d'où vient Niels? En début d'après-midi, la mère recueille un appel. Numéro masque, elle répond en tremblante. Au bout du fil, un soufflet, un bruit de route, puis une voix. Très calme, trop calme. Qui dit une phrase courte, ne parle pas. Puis qu'à couper, les policiers enregistrent l'incident. Le genre d'appel pourrait être une mauvaise blague, un voisin cruel. Un opportuniste, mais le timing est parfait. Et l'instinct de l'enquêteur se hérisse un appel parfait. C'est rarement le hasard à l'hôpital. Léo ne se réveille pas, son corps lutté. Silencieux, on le surveille. On attend un signe, une main. Un mouvement, une phrase. Les heures se tirent. La mère ne quitte pas le couloir. Le père s'absente pour prendre une douche, puis revient sans que ses cheveux soient vraiment mouillés. Un policier le notait, non pas parce que Léo est une épreuve, mais parce que les détails, dans les affaires qui finissent mal, se comportent comme des cailloux, chacun paraît insignifiant. Jusqu'au moment où l'on comprend qu'ils dessinent un chemin, la première journée se termine sur un paradoxe. Officiellement, il y a une tentative de meurtre ou un accident grave. On ne sait pas encore, officieusement. L'enquêteur sent que la scène a été construite pour qu'on pense mort, pour qu'on pense fin, pour qu'on relâche quelque chose. Et dans les dossiers, il existe une règle non écrite, souvent citée par des policiers dans des interviews et des récits de terrain.
Quand quelqu'un fait croire à une fin, c'est souvent pour protéger un commencement. Dans la nuit qui suit, à 3H19. La caméra d'une maison un peu plus haute dans la rue enregistre une silhouette qui s'arrête sous un lampadaire. On ne voit pas le visage. On voit juste un mouvement lent, comme quelqu'un qui lève la tête vers les fenêtres de la maison de Léo. La silhouette reste là 11 secondes, puis elle repart. Sans courir, sans se cacher. Comme si elle voulait être vue, les policiers récupèrent la vidéo. Ils la regardent encore, et l'un d'eux murmure. Presque malgré lui, ce n'est pas quelqu'un qui appure. C'est quelqu'un qui vérifie. Au matin du deuxième jour, l'hôpital appelle la police. Léo bouge très légèrement. Une paupière, un sursaut infâme. Mais il bouge. La mère pleure à nouveau. Mais cette fois avec une rage d'espoir, le père pose la même question qu'hier. Oh, presque. Est-ce qu'il est conscient? Et quand l'infirmière répond qu'il n'est pas encore en état de parler, le père expire. Comme soulage, la mère le regarde. Et pour la première fois, il y a dans ses yeux autre chose que la peur. Il y a une question silencieuse, glaciale. A11H06, un policier retourne à la maison pour vérifier en détail que personne ne regarde à ses long termes. Le sac à dos, il ouvre. Avec des gants à l'intérieur, un cahier, un stylo. Une petite boîte de plastique vide est au fond, pliée en quatre, un papier arrache. Une seule phrase, écrite à la main. Si je dors, ne me réveille pas. L'écriture est celle de Léo. La mère jure qu'elle n'a jamais vu que papier. Le père dit que c'est sûrement une blague, mais l'enquêteur ne voit pas une blague. Il voit une consigne que l'enfant a écrite comme si quelqu'un la lui avait dictée. Et 14H30, un appel arrive au commissariat. Une femme, voix serrée, dit qu'elle travaille dans une station. Service à la sortie de la ville. Elle affirme avoir vu. La nuit du drame, un homme entre acheter des gants et une bouteille d'eau. Elle dit qu'il avait de la neige sur les chaussures et qu'il tremblait, non pas de froid, mais d'agitation. Elle dit surtout une chose. Avec lui, il y avait un enfant. Un enfant qui ne parlait pas, un enfant qui marchait comme s'il était fatigué. Quand on lui demandait de décrire l'enfant, elle hésitait. Puis elle dit, il ressemblait à la photo que j'ai vue ce matin. Elle n'est pas sûre à 100%, mais elle est sûre assez pour que l'enquêteur prenne son carnet et se lève d'un coup. Parce qu'à cet instant précis, la logique se fracture. Léo est censé être à l'hôpital, sous surveillance. Vivant mais inconscient, branch à des machines. Et pourtant, un témoin dit l'avoir vu. Des hauts, des bouts. Après l'heure où il était déjà comme mort sur le perron, deux réalités ne peuvent pas coexister. Sauf si l'une est fausse, sauf si on a déplacé un enfant. Sauf si l'enfant qu'on trouve n'était pas seul, pas tout de suite. Sauf si, depuis le début, quelqu'un a cherché à fabriquer une image, celle d'un garçon qui semblait mort pour mieux cacher l'autre image, celle qu'on redoute plus encore. Un garçon qui, au moment même où tout le monde croyait assister à une fin, était déjà en train de disparaître. Le témoin de la station-service ne savait pas qu'elle venait de déposer une allumette au milieu d'un salon saturé de vapeuse. Son appel ne racontait pas seulement une piste. Il tordait le temps. Il mettait en conflit deux réalités, et la police déteste que, parce que quand le temps se déchire, ce n'est jamais par accident. Quelqu'un attire dessus, dans le bureau où l'on compile déjà trop de notes pour une seule nuit. L'enquêteur écoute l'enregistrement une seconde fois, puis une troisième. Non pas pour y trouver des détails nouveaux, mais pour entendre l'émotion.
dans les affaires qui finissent par absorber tout un quartier, les mots comptent moins que ce qu'ils trahissent. La femme dit un enfant avant de dire la photo, et cette chronologie-là est importante. Elle n'a pas vu une affiche puis inventer un souvenir. Elle a vu quelque chose puis son cerveau l'a accroché à l'image publique. Elle a décrit aussi les mains de l'homme, rouges, comme s'il venait de les frotter trop fort ou de les plonger dans les foies sans protection. Et surtout, elle a dit un détail qui arrache un regard à tout le monde. L'enfant portait un sac à dos, le sac à dos. Pose sur le perron, proprement, avec une fermeture ouverte sur 3 cm, comme si on l'avait fait voyager. Puis reposer, puis remettre en scène. La simple idée que ces sacs aient pu être ailleurs, place tot, donne à l'enquête une sensation de vertige. L'enquêteur attrape son manteau. Sur la route vers la station, le paysage est banal et pourtant les lampadaires ont un air d'accusation. Il n'a pas besoin de le dire, si la femme dit vrai. Alors le garçon n'a pas seulement frôlé la mort, il a été de place. Il a été manipulé, et quelqu'un a voulu que le monde croie à une image figée. À une mort pendant qu'une autre histoire se déroulait ailleurs. Un mouvement à la station service. L'odeur de café brûlé et de détergent se mêlait à celle de l'essence. La femme a les mains moitées sur le comptoir. Elle n'a pas dormi, ses yeux s'accrochant à chaque uniforme comme si un uniforme pouvait la protéger de ce qu'elle a peut-être compris trop tard. Elle répétait. « Je ne voulais pas, je ne savais pas. » On lui montrait une photo de Léo. Récente, prise à l'école. Oh, il sourit sans délai. La femme inspire. C'est lui, enfin, c'est très ressemblant. Elle se reprend aussitôt. Honteuse d'une hésitation qui pourrait ruiner sa crédibilité. Je suis sur 70%. L'enquêteur ne la corrige pas. Il sait que les certitudes parfaites sont souvent des mensonges. En Criminalité, certains travaux sur la mémoire des témoins cités depuis des décennies dans les formations policières et judiciaires répétant la même chose. L'important n'est pas de forcer la précision, c'est de préserver la spontanéité. Il lui demande donc seulement de raconter, encore. Du début, sans l'interrompre. Elle dit que l'homme est entré vers minuit pas trop tard. Mais assez pour que la station soit vidée, il a pris des gants. Des gants basiques. Ceux qu'on achetait quand on ne veut pas laisser d'empreintes visibles sur une surface froide. Même si on n'a aucune idée de la science derrière, il a pris une bouteille d'eau. Il a payé en liquide, à la caisse. Ses yeux ont balayé la boutique comme s'il cherchait une caméra, comme s'il voulait savoir où j'étais. Elle s'arrête, et le garçon, il n'a rien dit. L'enquêteur demande, il regardait quoi? La femme ferme les paupières, il regardait le sol. Comme un enfant qui a fait une bêtise, ou comme un enfant qui a reçu une consigne. Ces mots-là, consigne, retombe comme un clou sur le papier. On la conduit vers l'extérieur. Vers les caméras, un technicien arrive. Récupérer les images, on fait de filer. À l'écran, la lumière blanche du néon écrase les visages. À 00H14, une silhouette entrée. Casquette, capuché. Les épaules tendues, il ne regarde pas la pompe. Il regarde l'entrée, puis l'allée. Comme s'il évaluait le champ de vision, il prend les gants. La bouteille, il passe à la caisse. On voit ses mains, effectivement rouges. Puis, dans le reflet de la vitre, un mouvement plus petit, un enfant. Pas un bébé, pas un adolescent. Un enfant à l'âge exact où il commence à comprendre la peur des adultes, mais pas encore à la nommer. Il porte un sac, et même si l'image est mauvaise, même si le détail pourrait être trompeur, l'enquêteur sent son estomac se contracter.
Parce que ces sacs-là, la forme, la bande sur l'épaule, ressemble à celui récupéré sur le perron? Il y a un instant, sur la vidéo, où l'enfant lève la tête, une fraction. Et au lieu de regarder la caissière, elle regarde la caméra. Comme s'il savait, comme s'il voulait que quelqu'un, plus tardy, le voie ici. Puis il baisse la tête à nouveau. L'homme paye. Ils sortent. La vidéo les perd. Sur le parking, l'enquêteur reste immobile. Parce qu'il a soudain une image dans la tête. Une image qui n'a pas besoin d'être prouvée pour être terrifiante. Celle d'un enfant qui, en quelques heures, a été à la fois commémoté suffisamment conscient pour marcher, suffisamment présent pour lever les yeux. Deux états incompatibles, à moins que l'un d'eux ait été fabrique. Et s'il a été fabrique, alors la scène du perron n'est pas une découverte. C'est un message. De retour au commissariat. On ne parle plus de malaise ou accident avec la même prudence. La prudence n'est plus du côté de l'innocence. Elle est du côté de l'horreur. L'enquêteur demande immédiatement un bornage téléphonique dans la zone de la station. Et il réclame une liste brute des véhicules repérés par les caméras de circulation entre 23 à 00 et 01H00 dans ce genre d'affaires. Les voitures sont les véritables personnages secondaires et les descentes les trajets. Les retours, les hesitations. Un collègue mentionne une technique de reconstruction utilisée dans certaines unités, empruntée à des méthodes d'analyse de signes et de chronologies popularisées par des chercheurs en psychologie de l'enquête. Quand la vérité se cache, on fait parler le temps, minute par minute, en alignant tout ce qui est objectif. Les appels, les lumières, les mouvements, les transactions. Les ouvertures de portes, puis on regarde ce qui ne colle pas. C'est là que les mains tremblent. On reprend donc depuis le début. Freudman, 22H30. La mère dit avoir envoyé Léo se coucher. 23H00. Le père dit qu'il était encore debout. 23H31. Un faisceau de Ferris traverse la rue. 23H32. Plus rien, 23H46. Un autre faisceau, 23H47. Appel aux secos, 00H14. Station service. Home place enfant place sac. Si les chiffres ne sont pas seulement des chiffres, si ils sont des portes. Et chaque porte mène à une question. Si l'enfant est à la station à 00H14, il doit être sorti de l'hôpital, ce qui paraît impossible. Sauf si la station a eu lieu avant l'hôpital, ce qui impliquerait que l'erreur de découverte sur le perron est faussée. Sauf si l'enfant à la station n'est pas Léo, ce qui ferait entrer un autre enfant dans l'histoire. Et si il serait pire, ou alors cette hypothèse s'impose comme une poison, l'enfant a été présent sur le perron pour déclencher la chaîne ambulance, hôpital, police. Pendant qu'on le déplaçait ensuite, dans l'ombre, à travers un angle mort, l'enquêteur se penche sur la phrase retrouvée dans le sac. Side doors, ni me révèle pas. Il l'entend maintenant autrement. Ce n'est pas une note d'enfant qui veut qu'on le laisse tranquille. C'est la phrase d'un enfant à qui l'on a expliqué quelque chose de plus grand que lui, comme si dormir signifiait faire semblant. C'était Aubert. Dans des interviews de spécialistes de l'emprise, cités régulièrement par la presse et par la littérature sur les comportements coercitifs, revient une idée simple. Les consignes les plus efficaces ne sont pas celles qu'on crie, mais celles qu'on fait écrire. Quand on fait écrire une consigne à une victime, on la transforme en participation, on enroule la honte autour de la gorge. L'enquêteur n'a pas besoin de théoriser plus. Il a besoin de savoir qui a parlé à Léo assez près pour lui faire écrire ça. On interroge les parents séparément. Parce que la vérité se dilue quand elle se tient la main. Dans une salle union impitoyable,
La mère s'assoit, les épaules cassées. Elle répète la routine. Diner. Devoirs. Douche. Vidéo sur les constellations. Elle dit que Léo avait été depuis quelque temps. Pour de quoi, on lui pose la question avec douceur. Elle a hésité. Puis lâché. Je ne sais pas. Il disait qu'on le regardait. L'enquêteur note. Quoi? Elle a haussé les épaules. Comme si elle avait voulu oublier ces phrases avant même qu'elles existent. Il disait. Parfois mais il ne disait jamais un nom. L'enquêteur sent que quelque chose lui échappe de peu. Il demande alors les détails qui paraissent sans rapport. Mais ce qui révèle souvent l'anglais. Qui a accès à votre maison? Elle répond, Nos. Mes parents ont une clé. Et elle s'arrêtait. Elle comprend, au moment même où elle les arrêtait, que l'arrêt est une information. Insiste l'enquêteur et notre voisin d'en face. Mark, il a une clé. Pour arroser les plantes quand on part, la phrase est banale. Et dans les fêtes d'hiver, le banal est souvent le masque du pire. Dans l'autre salle, le père s'assoit droit. Le menton un peu trop haut, comme si la posture pouvait être une preuve d'innocence. Il racontait lui aussi la routine, mais les émotions y sont absentes. Il dit, on est une famille normale. Cette phrase-là, l'enquêteur la connaît. Elle apparaît toujours juste avant qu'une famille cesse d'être normale. Le père parlait de Léo comme d'un enfant un peu difficile depuis quelques semaines. Il faisait des histoires et il dit qu'il a entendu un bruit. Qu'il est sorti, qu'il a voulu allonger. Vous l'avez touché, demande l'enquêteur. Oui, j'ai voulu le relever. Comment il était, Lord? Lord comment, le père se crispait. Lord, quoi? Le détail est grossier, presque trop grossier. Comme s'il voulait éviter toute précision. L'enquêteur revient alors sur la question qui l'obsède. Pourquoi avez-vous demandé ce qu'il va parler à l'hôpital? Le père cligne des yeux. Parce que je voulais savoir ce qu'il avait. S'il avait avalé quelque chose. S'il avait fait une bêtise, il ajoute rapidement. C'est normal, mais l'enquêteur sent que la normalité, ici, est une couverture. Au même moment, mon collègue récupère le journal d'activité du téléphone de la mère. Il y a des appels, une amie. Samir, une tentative vers un numéro inconnu. A 23H35, cela attire l'oeil. A 23H35, selon son récit. Elle pense que Léo dort. Pourquoi appeler un numéro inconnu à ce moment-là? On vérifie si le numéro appartient à un service de taxi. La mère, confrontée. Si met à pleurer, elle explique qu'elle avait appelé pour au cas où. Parce que son mari avait bu un verre de trop et qu'elle ne voulait pas conduire si elle devait aller chercher de l'aide, l'explication est plausible. Et pourtant, elle déplace la scène, si elle a anticipé un déplacement. C'est qu'elle anticipait un problème, on note. On gardait dans les enquêtes. On ne décide pas tout de suite ce qui est important. On collecte et on attend que les objets commencent à se parler entre eux. À l'hôpital, la situation médicale reste fluide. On parle d'hypothermie, de choc, d'un possible sédatif. Les médecins ne peuvent pas confirmer sans analyse. Léo est entre deux rives. Et cette ambiguïté médicale nourrit la seule chose qui grandit sans limite, l'imagination de la ville. Dans un café, un homme dit à son voisin qu'on retrouve un enfant drogue. Sur un groupe privé en ligne, qu'on affirme qu'il y a un réseau. Sur le trottoir de l'école, une mère tire sa fille par la main comme si l'air lui-même pouvait kidnapper. La peur se transmet sans preuve, parce que la peur est une langue commune. Et l'enquêteur le sait, quand la communauté s'emballe.
qualcuno en profite toujours, soit pour se cacher, soit pour accuser. L'après-midi, la police retourne au voisin Mark. C'est lui qui a une clé. Mark ouvre la porte avec un sourire trop vite sorti, comme s'il avait repéré. Il dit, mon Dieu, quelle horreur, il offre du café. Il parle de Léo comme d'un enfant adorable. Il dit qu'il n'a rien entendu cette nuit-là. Pourtant, quand on lui demande où il était entre 23H00 et 00H30. Chez moi. Bien sûr. Un policier note encore si battement. On lui demande son téléphone. Il le donne, mais trop vite. Comme pour montrer qu'il n'a rien à cacher. Là encore. L'excès de transparence a parfois l'odeur d'une stratégie. On ne l'accuse pas, on observe. L'enquêteur sait qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une accusation trop tôt. Elle est fabriquée, un coupable pratique et elle est libérée les vrais. De retour dans la rue de Lyon. Les policiers élargissant le périmètre, ils cherchent ce que la première nuit a pu être écrasé. Une trace, un mégot. Un poêle sur une clôture, ils inspectent les poubelles. Les haies, les coins où l'eau évite de s'attarder. Un agent trouve un petit morceau de plastique transparent coincé sous une barrière, comme l'emballage d'un pansement ou d'un petit objet. Un autre trouve, près du trottoir, une marque devenue plus nette que les autres, comme si le véhicule avait freiné ici. Précisément ici, la neige n'est pas une alliée fidèle. Elle efface autant qu'elle révèle, mais si qu'elle révèle. Parfois, ressemble à une intention. Au commissariat, la vidéo de la silhouette sous le lampadaire est agrandie. Nettoyée autant que possible, on compare la démarche à d'autres silhouettes enregistrées dans le quartier. On parle de gait analysis, les méthodes d'analyse de l'image évoquées dans certaines affaires médiatisées, dont les experts rappellent souvent les limites, mais qui peuvent parfois orienter. ICI, c'est une orientation. Pas une preuve, la silhouette se tient droite. Marcher à pas réguliers ne semble pas blessé. La longueur des jambes suggère un adulte. L'enquêteur revient à cette idée. Il vérifie, il vient voir si la scène a été prise. Comme on vient vérifier qu'une coulisse a été livrée, comme on vient vérifier que la croyance s'est installée. À 18H07, un résultat de laboratoire tombe. Presence probable d'un sédatif dans le sang de Léo, à confirmer par des analyses plus précises. Un sédatif courant, pas une substance exotique. Quelque chose qu'on peut obtenir légalement. You détourner. La nouvelle change l'air de la pièce. La mère se met à trembler. Les pères serrent les dents. L'enquêteur ne dit pas donc quelqu'un la drogue. Parce que dire donc est une façon de clore trop tôt. Mais l'idée s'installe. Le garçon n'a pas simplement fait un malaise, on l'a aidé à tomber. Et si on l'a aidé, c'est ce qu'on voulait quelque chose de lui. Ou qu'on voulait le faire taire, la question du prénom nous revient. L'enquêteur fait ce que font les jeunes qui n'ont plus confiance dans les coïncidences. Il cherche partout. Registres scolaires, réseaux sociaux locaux. Associations sportives, rien. Puis un détail surgit de la bouche d'un enseignante. Un élève de la classe de Léo a un frère aîné qui se fait appeler Niels. Un surnom, pas un prénom officiel. Un surnom qu'il utilise en ligne. C'est presque ridicule. Comme une révélation, et pourtant le ridicule. Parfois, est la porte d'entrée. On retrouve le garçon, on l'interroge avec prudence. Il dit que Niels traînait parfois près du terrain de basket, qu'il parlait aux plus jeunes. Qu'il conseillait des trucs, des jeux, des défis. Il dit que Léo l'avait mentionné. Une fois, comme quelqu'un qui sait se cacher. La phrase serre le ventre, parce qu'un enfant ne s'intéresse pas à se cacher sans raison. On apprend aussi autre chose. Léo avait été puni récemment.
non pas pour une bagarre, non pas pour un volume. Mais pour un mensonge. Il avait menti à propos d'un rendez-vous après l'école. Il avait dit être resté à la bibliothèque. En réalité, il n'était pas quand sa mère l'avait confronté. Il avait fondu en larmes, pas de culpabilité. Mais de pur, je ne peux pas te dire. Avait-il répété, je ne peux pas. Les parents avaient pensé à une bêtise et eu un secret d'enfant. Ils avaient oublié qu'un secret, parfois, est une cage. Le soir tombe. Et la ville s'allume des fenêtres comme de petites scènes où chacun réécrit la même histoire à sa façon. Au commissariat. On recueille un signalement, quelqu'un trouve. Dans une fosse près d'un chemin secondaire, une couverture sombre. Humide, roulée. On envoie une équipe. La couverture est là. Effectivement, tachée de boé. Et sur un coin, une petite étiquette avec un logo de hôtel. Rien ne prouve qu'elle a un rapport, et pourtant l'enquêteur la regarde comme si elle venait de parler. Un hôtel signifie passage, anonymat. Une chambre payée en liquide, une clé magnétique qui disparaît. Dans les affaires de disparition, les hôtels reviennent souvent comme un point de transition. Un endroit où l'on devient quelqu'un d'autre pour une nuit. On identifie l'hôtel. Un établissement à 20 minutes près de l'autoroute. Pas cher, discret. On demande les registres. A22H58. La veille, une chambre a été prise au nom de nom. Le grand paiement en liquide. Caméra à l'appui, un homme avec une casquette. Le visage flou, la posture nerveuse. La même silhouette que la station-service. Peut-être. On ne dit pas qu'est-ce lui, on dit qu'appuré. Et qu'appuré suffit attendre tout le monde. L'enquêteur sent que le dossier est en train de devenir ce type de dossier qui dévore les horaires et les vies. Il rentre tard chez lui, mais il n'entre pas vraiment. Dans sa tête, la chronologie tourne comme une machine. Il repense au perron, à la chaîne de sécurité accrochée, à la porte entrouverte, mais pas ouverte, à la semelle trop grande, à l'empreinte humide. Si sac range, il se demande. Qui, dans cette maison, a réellement ouvert la porte, qui a eu besoin que la porte soit presque ouverte. Comme une mise en scène de l'urgence sans l'urgence, il repense aussi à la mère, à sa panique brute et opère. À sa question sur la parole, une idée effrayante se faufile. Et si l'enfant n'avait pas disparu après? Et si la disparition était déjà la structure? Et que la scène du perron n'était qu'un rideau pour que tout le monde regarde au même endroit, au milieu de la nuit? Le téléphone de l'enquêteur vibre, un message d'un collègue. Un nouveau bonnage téléphonique vient de sortir. Un appareil a été repéré près de la maison de Leo à 23H29. Puis près de la station, service à 00H13. Puis près de l'hôtel à 00H41. 3 points. Une ligne. Le propriétaire de l'appareil, un forfait prépayé. Sans identité, acheté dans une supérette. Un burner, comme on dit dans les rapports et les témoignages de terrain. Ces téléphones jetables dont les criminologues et enquêteurs parlent souvent comme d'un signe d'anticipation. Quelqu'un a préparé. À 04H22, l'hôpital rappelle. Leo a eu une réaction, un mouvement place net. Il a ouvert les yeux. Pas long temps. Mais assez pour que l'infirmière ait vu son regard se poser sur le vide, puis sur la porte. Comme si la porte était la chose la plus dangereuse de la pièce, quand on lui a demandé s'il entendait. Il a cligné des yeux, quand on lui a demandé s'il avait mal. Il a cligné des yeux, quand on lui a demandé qu'il lui avait fait cas. Il a tenté de bouger les lèvres, aucun son n'est sorti. Mais une larme a coulé, unique.
Lente, comme si le corps avait conservé un reste de vérité liquide. La mère arrive en courant, les cheveux attachés à la hâte. Le visage sans maquillage, brut. Humaine, elle prend la main de son fils. Mon bébé, elle lui parle comme on parlait à quelqu'un qui revient de très loin. Le père arrive quelques minutes plus tard. Il s'arrête à l'entrée, il ne s'avance pas immédiatement. Il regarde les machines, il regarde les infirmières. Il regarde son fils et l'enquêteur, qui a demandé d'être prévenu. Observe quelle distance. Il ne sait pas encore ce qu'elle signifie, il sait seulement qu'elle existe. À quelles distances, dans une histoire comme celle-là, sont rarement innocentes quand Léo ouvre les yeux à nouveau. Si il n'est pas pour chercher sa mère, c'est pour chercher la porte. Encore, puis il tente de parler. Sa gorge est sèche, sa langue collée. Il murmure quelque chose d'incompréhensible. L'infirmière se penche. La mère aussi. L'enquêteur se rapproche. Dousement. Comme on approche une flamme fragile. Léo répétait, un soufflet. Cette fois, on entend 2 syllabes. Pas un prénom complet. Pas une phrase. Juste un son. Arrache. Et puis son regard se fixe, non pas sur sa mère, mais derrière elle, vers le couloir. Comme s'il avait peur qu'on soit entendu à cet instant. L'enquête cesse d'être une reconstruction. Elle devient une chasse. Parce que si Nils n'est pas un fantasme d'enfant, s'il est une personne, s'il est un surnom, s'il est un homme qui marche réellement dans cette ville, alors quelqu'un, quelque part, est en train de comprendre que Léo commence à revenir. Et quand une victime commence à revenir, ceux qui l'ont poussé au bord font souvent la même chose. Ils reviennent aussi. Non pas avec la panique, mais avec une précision froide. Celle des gens qui savent que la vérité, une fois révélée, ne se rendort pas facilement. Le nom n'a pas encore fini de flotter dans l'air que tout le monde. Instinctivement, se figue 2 syllabes. Une ombre. Une clé qui tourne dans une serrure invisible. Léo murmure, is it. Aussitôt, la pièce est devenue trop petite pour contenir ce que ce son implique. L'infirmière regarde l'enquêteur. L'enquêteur regarde la mère. La mère regarde son fils comme si elle venait de comprendre qu'il y a des vérités qui font plus mal que la douleur physique. Le père, lui, reste près de la porte. Dans cette posture qui ressemblait à une distance choisie, on pourrait mettre qu'à sur le compte du choc. On pourrait, mais le choc de habitude, rapproché. ICI, elle fixe. L'enquêteur ne se précipite pas. On n'arrache pas une vue à un enfant qui sort d'un brûlage chimique et de froid. On ne le secoue pas avec des questions comme on secoue un arbre pour faire tomber les fruits. Il s'approchait. Dousement, baisse sa voix. La rend presque domestique. Il dit son prénom. Pas son grade. Il dit qu'il laisse la peau l'aider. Il évite quiette pourquoi? Il cherchait les portes les plus simples. Oui, non. Unclinement. On utilise ces méthodes depuis longtemps dans les services de pédiatrie et dans les enquêtes avec victimes fragilisées et des spécialistes de la mémoire traumatique, souvent cités dans la littérature clinique. Rappelant que le cerveau sous stress protégé et fragmentant, il ne donne pas son film. Il donne des éclats. Il faut donc récupérer les éclats sans les casser davantage. Léo, tu maintiens un clignement. Tu aspires un autre clignement. Place lente, comme si la question lui coûtait. La mère serre la main de son fils. Il désiste. Tremblant si fort qu'on dirait qu'elle voudrait transmettre sa chaleur par la peau. Il fait sur la nuit par contact. L'enquêteur demande. Nils cesse quelqu'un. Léo tente de bouger les lèvres. Sa gorge rape. Il avalait.
Les muscles de son cou se contractent, un souffle sort. Presque rien. Puis un mot qui n'est pas un mot. Chut, c'est à peine audible. Mais la mère l'entendait, elle reculait d'un millimètre. Comme frappée, parce qu'un enfant qui dit chut dans un lit d'hôpital ne dit pas je suis fatigué. Il dit on nous écoute, il dit il y a encore une règle. L'infirmière intervient, fermer la scène d'un geste professionnel. Passe plus long temps, il se fatigue. Et la fatigue, ici, n'est pas seulement médical, elle est narrative. Chaque minute Léo revient est une minute quelqu'un, quelque part. Risquer de décider qu'il ne doit pas revenir complètement. Dans le couloir. La mère s'effondre enfin, mais pas de façon spectaculaire. Elle glisse contre le mur, s'assoit comme si ses jambes avaient perdu leur contact avec la réalité. L'enquêteur s'agenouille la côte d'elle. Il ne la console pas. Il n'a pas le droit, s'il serait presque une intrusion. Il lui demande juste, il vous a déjà dit tout comme cas. Elle secoue la tête, jamais. Elle essuie ses larmes avec le revers de sa manche. Il n'était pas comme cas. Elle a cherché un mot, mais les mots manquaient. Alors elle a dit la seule chose qu'elle put, il était heureux. Puis, comme si ces mots la trahissait. Elle ajoute, enfin, je croyais. Le père arrive, se penche. Vous avez obtenu quoi? Sa voix espacée. Contrôlée, l'enquêteur le regarde une seconde de trop. On a obtenu quoi le pire? Le père serre la mâchoire. C'est normal. Il ajoute. Vous avez parlé de Niels devant lui. La question est étrange. Pas qui est Niels? Pas où est Niels? Mais vous avez prononcé le nom, comme si le nom lui-même était un déclencheur. En danger. La mère levait la tête vers son mari. Et dans son regard, il y a un soupçon qui n'ose pas encore devenir une accusation. Elle a dit. Tu savais quelque chose? Le père répond trop vite. Non, et si non tombe l'ordre. Parce que la vitesse est parfois une fuite, l'enquêteur décide de déplacer la bataille. S'ils restent à l'hôpital, ils resteront dans un lieu où le temps qui répare des alarmes. Chaque interruption est légitime, où les couloirs sont des oreilles. Il veut retourner là où tout commence, la maison. Parce que les maisons gardant des secrets sans même le vouloir, et les gardant l'odeur des gestes. Les traces des habitudes, les micro-désordres qu'on ne voit plus quand on vit dedans. Les unités spécialisées et certains consultants en analyse comportementale le répétent, souvent dans des récits d'enquête. On trouve rarement la vérité en posant la même question 100 fois. On la trouve en observant si que les gens ne pensent pas à masquer, et c'est qu'une maison. Elle ne sait pas masquer. La mère accepte de rentrer accompagnée. Le père, curieusement, propose de passer seul avant. Pour vérifier que tout est en ordre, l'enquêteur refuse poliment. La politesse est une armée. On va ensemble. Le père sourit, un sourire mince. Bien sûr, la nuit est tombée quand ils arrivent. La neige a cessé, et sans la neige qui bouge. Le quartier paraît plus nu, plus exposé. La maison de Léon n'est pas la plus grande, mais elle est assez genre de porche qui donne l'impression d'une accueil permanent. Une impression de famille stable. Le ruban de sécurité est retiré. Mais elle garde l'écho de dire qu'il y a eu, les marches sont propres. Trop propres. Le sol a été balayé. La mère s'arrête net. J'aille pas fait cas. Elle dit que comme si on l'accusait de quelque chose. L'enquêteur se penche. Regarde la zone près du perron. Le balayage ne fasse pas tout. Mais il est fait à ses sports gênés. Qui est venu ici? Demande-t-il, le père répond. Personne, enfin, peut être ma sœur. Elle voulait nettoyer pour nous aider.
La mère les fixe. Ta sœur n'a pas de clé. Le père hausse les épaules. Elle est assonnée. La mère secoue la tête. J'étais à l'hôpital. La phrase est un marteau. Le père détourne le regard. Et l'enquêteur sent très clairement que quelqu'un a touché à la scène, dans l'entrée. Les chaussons manquantes sont toujours manquantes. Le sac à dos a été importé au commissariat. Sur le porte-manteau, un manteau d'enfant peint. Trop léger pour le froid de dehors, la mère le touche comme si elle touchait la peau de son fils. Il ne l'a pas mise, murmure-t-elle. Elle ne parlait plus à l'enquêteur, elle parlait à la maison. Le père traverse le salon, s'arrête près de la télé. Voilà, on était là, dit-il, comme s'il essayait de planter un drapeau dans l'histoire. L'enquêteur ne répond pas, il regarde la table basse. Il y a 3 verres, un avec un fond d'eau, un autre avec une trace de soda, et un troisième. Vide, mais il cuisine encore quelque chose. Un alcool léger, la mère regarde les verres et son visage change. Tu as bu, si n'est pas une question. C'est une découverte. Le père répond. Un verre, elle serre les dents. Tu m'as dit que non. Le père hausse le ton d'un cran. On n'est pas en procès, il se rend compte de ce qu'il a dit. Trop tard. Le mot procès est un glissement. Les innocents de son enquête. Les coupables? Parfois, de son procès avant le juge. L'enquêteur se déplace lentement, comme s'il visitait un lieu de culte. Il observe les coins, les surfaces, les angles morts, dans un couloir. Il remarque que la porte de la buanderie ferme mal. Elle frotte sur le sol. Une trace de caoutchouc noir est visible au bas de la porte, comme si une semelle avait coincé là. Récemment, il s'accroupit. La mère, derrière lui, retient son soufflet, comme si elle avait peur de déranger la poussière. Le père, lui, ne regarde pas, il regarde son téléphone. Trop souvent, à l'étage. La chambre de Léo est celle d'un enfant ordonné, pas par obsession, mais par habitude, des livres à lignes, des dessins de constellations, un petit carnet sur le bureau. L'enquêteur ouvre le carnet, il ne lit pas tout. Il cherche les répétitions, les motifs. Les endroits où l'écriture change. Il tombe sur une page où le stylo a appuyé plus fort, comme si la main avait tremblé. Il y a un schéma, une sorte de plan simplifié. La maison, le porche, la rue. Et un petit cercle dessine place loin, près du terrain de basket. À côté, ne passe par là s'il est là. Et place basse, il dit qu'il peut faire dormir. La mère porte une main à sa bouche. Mon Dieu, elle recule. Heurte le mur, et ses épaules se secouant silencieusement. Le père regarde enfin, mais son regard n'a pas l'effet qu'il devrait. Au lieu du choc, il y a une crispation. Comme quelqu'un qui voit sa peur confirmer, c'est des bêtises. Lâche-t-il trop vite? Encore, l'enquêteur demande. Vous avez-vous si carnet avant? La mère secoue la tête. Non, le père dit. Je ne fouille pas ses affaires. L'enquêteur garde le carnet comme une preuve. Mais surtout comme une voix, les enfants. Quand ils ne peuvent pas parler, écrivant. Et si carnet dit une chose essentielle, Léo avait été préparé. Il avait des règles, il avait une pure cible. Il n'est pas une abstraction, il est un personnage. Ils redescendent, et l'enquêteur sent la maison se resserrer autour d'eux. Il veut comprendre comment un enfant peut se retrouver dehors sans manteau. Il inspecte la porte d'entrée. La chaîne, elle a été accrochée cette nuit-là. On le sait, mais il remarque un détail. Sur le métal de la chaîne, une minuscule trace.
come une marque de torsion, come si qualcuno avait force. Juste un peu, pas assez pour casser, mais assez pour faire céder l'alignement. Il demande au père de montrer comment la porte était. Le père s'exécutait, un peu trop théâtralement. La mère, elle, observe son mari au lieu d'observer la porte, comme si la porte, désormais, n'était pas l'objet le plus suspect. Dans la cuisine, la bouilloire a été placée. La mère insistait, elle était sur le feu. Le père dit, non, je l'ai retiré. La mère répond. Quand le père hésitait. Je ne sais pas. L'enquêteur l'interrompt. Pas pour les calmer, mais parce que quelque chose attire son huile sur le plan de travail. Une petite cuillère posée à l'écart, avec une tresse blanchâtre, presque invisible. Il la met dans son sachet. La mère le regarde. Perdu, c'est quoi? Il ne répond pas. Pas encore. Parce que dire sédatif à voix haute dans une cuisine. C'est comme annoncer un incendie dans une maison en bois. Ils sautent dans le jardin. Derrière la haie, il y a un petit passage qui mène à l'allée. Et dans ce passage, l'inquiétude voit que la neige avait pu être cachée et que le dégueulement a rendu. Une série d'empreintes, pas très nettes. Mais assez pour comprendre qu'un adulte a fait des allers-retours. Pas d'espace précis. Des pas mesurés, comme quelqu'un qui transporte. La mer devient blanche. Il la porte. Murmure-t-elle, sans préciser quoi. L'enquêteur ne corrige pas. Il sait que la question contient déjà la réponse émotionnelle. Dans l'esprit de la mère, elle commence à changer de visage. La police décide alors de faire ce qu'on fait quand une maison a pu être été contaminée par un auteur. On élargit autour. On va voir les voisins. On récolte les petites phrases. On cherche les habitudes qui passent pour de la gentillesse. On questionne Marc. Le voisin a la clé, à nouveau. Cette fois, l'enquêteur remarque qu'il a déplacé son bac de recyclage. Qu'il a misplacé l'une, comme pour dégager une vue sur la rue. Vous avez installé quelque chose de nouveau, demande l'enquêteur. En pointant du menton au coin du garage, Marc sourit. Ah, la caméra? Oui, pour la sécurité. Il dit qu'à comme ici qu'était une évidence moderne. L'enquêteur demande. Elle enregistre cette nuit. Marc hésite. Un battement, le même battement que la première fois. Puis répond, je crois que oui. L'enquêteur demande de voir. Dans le garage. L'écran montre des images en boucle. La nuit. Le porche de la maison de Léo, une partie visible. Et puis, à 23H28. En mouvement, une silhouette traverse rapidement le champ. Venant du côté du jardin, pas de la rue. Une silhouette portant quelque chose, le cœur de l'enquêteur se serre. Parce que porte, si n'est pas une hypothèse, c'est une action. La silhouette s'approche du porche. Sort du champ, puis, à 23H30, elle revient. Sans charge, et elle s'arrête une fraction. Juste assez pour lever le bras vers la porte, comme si elle touchait la poignée. Comme si elle s'assurait de quelque chose. Ensuite, elle repart vers le jardin. Le visage est invisible, mais la démarche ressemblait à celle de la silhouette sous le lampadaire. Comme, sure. Comme quelqu'un qui connaît le terrain, Marc devient pâle en regardant l'écran. Je n'avais pas vu que sa voix s'est cassée. Mais pas comme celle d'un homme choqué, plutôt comme celle d'un homme pris. Vous n'aviez pas regardé vos images après qu'un enfant était retrouvé sur le perron d'en face, demande l'enquêteur. Sans agressivité, juste avec la logique nouée. Marc ouvre la bouche, la referme. J'étais sous les chocs, la phrase sonne creuse.
La mère, à côté, tremble. Elle ne pleure plus. Elle observe. Est-ce plus dangereux que les larmes? L'enquêteur récupère la séquence. Il la met en sécurité. Il demande à une collègue d'extraire toutes ses computes. Cadence de marche. Hauteur approximative, vêtements. Il sait que les méthodes sont délimitées. Et les experts le répètent, souvent dans des affaires médiatisées. On ne condamne pas sur une démarche, mais une démarche peut conduire à une porte. Et il a besoin de portes. Sur le chemin du retour, le père reçoit un appel. Il s'écarte. La mère le suit du regard, comme si elle cherchait enfin à lire sur lui ce qu'elle n'a jamais voulu lire. L'enquêteur n'écoute pas. Elle respecte la distance. Mais il voit le visage du père se durcir, puis blanchir. Quand il raccroche, il dit « C'était mon patron », la mère demande. « Pourquoi il t'appelle à cette heure-là ?» Le père répond. « Parce que j'ai passé au travail. » La mère lâche un rire sec. « Qui n'y a rien d'un rire. Tu n'as pas été au travail, alors que ton fils, elle n'arrive pas à finir. » Si qui la choque n'est pas l'absence, c'est la justification automatique. La nuit suivante se déroule comme un état à l'hôpital. Léo replonge par moments, revient par d'autres. Il refuse de dormir, puis s'endort de force. Chaque fois qu'il ouvre les yeux, il regarde la porte. Et chaque fois que quelqu'un prononce un nom un peu fort dans les couloirs, il sursaute comme si son corps avait appris une association, un son, un danger. Des psychologues qui travaillent sur le conditionnement et le traumatisme décrivent souvent ces phénomènes. Le cerveau enregistre des liens brutaux et le corps obéit plus vite que la pensée. ICI, Léo ne sait peut-être même pas ce qu'il redoute exactement. Mais il redoute. L'enquêteur demande une protection discrète. Pas un spectacle. Il ne veut pas attirer celui qui observe. Il veut donner l'impression que tout est normal, parce que l'autre quel qu'il soit aimé vérifier. Et vérifier nécessite de s'approcher au commissariat. Les résultats d'analyse reviennent sur la cuillère, traces compatibles avec un produit sédatif courant. Le même type que celui détecté chez Léo, si n'est pas une épreuve de qui l'a administré. Mais c'est une épreuve que la maison n'était pas un décor neutre. Le produit est circulé ici. La mère entend le mot sédatif et sa respiration s'est coupée. Mais, comment? L'enquêteur ne répond pas immédiatement. Il pense au verre qui sentait l'alcool. Il pense à la bouilloire déplacée. Il pense à la routine inventée. Il pense à une phrase, entendue mille fois dans d'autres dossiers. Est souvent cité par des enquêteurs chevrons. La plupart des crimes domestiques se cachent derrière des gestes domestiques. Une boisson, un médicament. Un calme-toi, une cuillère de trop. La mère demande alors à voir les messages du téléphone de son mari. Elle ne sait pas avant. Maintenant, elle ose. Le père refuse, c'est privé. Elle le regarde comme si elle venait d'entendre une langue étrangère. Privé. Répétait-elle. Notre fille, et tu parles de privé. Le père se redresse, se raide. Tu me subconnais, la mère répond. Très doucement. Je ne sais plus quoi croire. Et cette phrase, pour un couple, est parfois le début de la fin, mais pour une enquête. C'est l'ouverture d'une fissure utile. L'enquêteur obtient une réquisition. Il n'a pas besoin de la permission du père, il a besoin de procédures. On extrait les données et ce qu'on trouve n'est pas un avis. Pas un message de santé fait car parce que les auteurs ne sont pas des personnages de fiction qui signent leurs crimes. Ce qu'on trouve est plus glissant des recherches. Comment faire dormir quelqu'un rapidement? Combien de temps un sédatif agite? Hypothermie morte apparente, des termes qui, précisément, pourraient appartenir à un curieux.
a eu un anxieux, à quelqu'un qui s'informe. Mais l'ensemble ressemble à une construction, et l'enquêteur a appris à respecter les ensembles. Les ensembles, c'est là où la volonté se cache. Le père explique, bien sûr. Il dira qu'il était pour comprendre. Il dira qu'il paniquait. Il dira qu'il avait lu un article sur des cas où des gens semblaient morts. Il citera un documentaire. Un podcast. Une histoire entendue. Les gens citent toujours quelque chose quand ils veulent que leur curiosité paraisse innocente. La mère écoutait. Et cette fois, elle n'accepte pas le récit. Elle ne hurle pas. Elle pose une seule question, d'une voix blanche. Pourquoi tu as cherché avant que arrive? Et la question reste suspendue. Parce qu'elle n'a pas besoin de réponse immédiate pour être mortelle, au même moment. Un collègue de l'enquêteur retrouve enfin la trace du Niels en ligne, le surnom du frère aîné d'un élève. C'est lui qui traînait au terrain de basket, un adolescent. The acceptance, pas un homie adulte. Trop jeune, à première vue. Pour une mise en scène aussi forte, mais l'enquêteur n'écarte pas. Les réseaux d'emprise ne ressemblent pas toujours à un adulte seul dans une camionnette. Parfois, ils ressemblent à une chaîne où chacun tient un melon. Ou l'adolescent sort d'apat, ou l'adulte reste hors champ. On convoque le garçon. Il arrive avec une insolence fragile. Ces mélanges typiques de bravade et de peur, il dure qu'il ne sait rien. Puis, quand on mentionne la station service, son visage change, juste un flash. Trop rapide, mais assez. Il murmure, je voulais pas, avant de se reprendre. Et si je voulais passer la première fissure dans l'omerta, l'enquêteur ne le menace pas. Il lui propose une sortie. Il lui parle de ce qu'il risque s'il ment. Oui, mais surtout de ce qu'il peut éviter s'il parle. Il lui parle comme on parle à quelqu'un qui a été utilisé, et progressivement. L'adolescent laisse tomber des fragments. Il dit qu'un homme l'a contacté en ligne. Un homme qui se fait appeler coach. Il dit qu'il lui donnait de l'argent pour recruter des plus jeunes dans des défis idiots. Alors à un endroit à une heure précise, apporter un objet. Prouver qu'on est capable, il dit que Léo était fort. Qu'il voulait prouver qu'il n'avait peur de rien, et puis il dit un détail qui glace la pièce. Coach dit que le meilleur. C'est quand ils pensent que tu vas les punir, mais tu les récompenses. Ils te suivent, l'enquêteur note. Cette phrase n'est pas une phrase d'ado, c'est une phrase répétée. Et c'est une phrase apprise. Coach a-t-il un vrai visage? L'adolescent secoue la tête. Jamais? Il dit qu'il l'a vu une fois, de loin. Sous une capuche, il dit qu'il parlait avec une voix déformée sur les appels. Il dit qu'il donnait des lieux et des heures, comme des rendez-vous. L'enquêteur pense au plan dans le carnet de Léo, au cercle près du terrain de basket. Il pense à l'hôtel. Il pense au téléphone prépayé qui a fait 3 points parfaits. Les morceaux commencent à se rapprocher, pas encore pour former un puzzle, mais pour former une menace, et pendant que la police récolte 6 fragments. Quelqu'un continue de vérifier? A 22H11. Une voiture passait lentement devant la maison de Léo, juste assez lentement pour être remarquée. La caméra démarque la trappe, une berline sombre. Plaque Elizabeth. Elle ne s'arrête pas. Elle est passée, mais elle passe comme on regarde dans les dossiers. Il existe une obsession chez certains auteurs. Revenir sur les lieux, observer les faits. Sentir le pouvoir. Des criminologues et des profils de comportement l'ont décrit dans des études et dans des cas analysés publiquement. Le besoin de contrôler ne s'éteint pas après l'acte, il s'alimente de la réaction. L'enquêteur, en voyant la berline, sent une colère froide monter, pas contre l'inconnu sur le main. Contre le fait qu'on joue avec un enfant comme on joue avec une marionnette. Il sait qu'il faut anticiper.
Il sait que ce coach existe. Il va tenter quelque chose. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Parce que Léo a murmuré un nom, et un nom est une fuite. L'enquêteur met en place une surveillance discrète autour de l'hôpital et du quartier, pas pour rassurer. Mais pour pire, est-il fait une chose qui paraît presque absurde? Il demande à la mère de ne pas quitter l'hôpital, de rester visible, de continuer à vivre comme si elle n'avait pas compris. Parce quoi ce stade? L'ignorance feinte peut être une protection. La mère accepte. Mais elle n'est pas la même. Le choc se transforme en lucidité. Elle regarde son mari comme on regarde une porte qu'on a laissée ouverte trop longtemps. Elle ne le confronte plus de front. Elle l'observe et elle remarque des détails qu'elle ne remarquait pas. La façon dont il évite de dormir, dont on vérifie son téléphone. Dont il s'irrite quand quelqu'un prononce Niels. Elle remarque aussi qu'il ne caresse pas la main de son fils quand il le voit. Il l'a touché. Oui. Mais comme on touche une chose fragile qu'on ne veut pas casser. Pas comme on touche quelqu'un qu'on aime. Si n'est pas une preuve, mais l'amour. Parfois, est le premier indice de ce qui manque. Et puis arrive l'instant où la maison. Elle est. Décide de parler place forte. Et 03807? Une alarme retentit chez Marc, pas une alarme de cambriolage. Une alarme de fumée. Les pompiers arrivent. Si n'est rien de grand, juste un départ dans le garage. Un chiffon, un court circuit possible. Mais l'enquêteur, révélé par l'appel, comprend immédiatement si n'est pas un accident. C'est un message. Quelqu'un sait où sont les caméras. Quelqu'un sait que marque des images. Quelqu'un essaie de nettoyer après scoop. Les pompiers maîtrisent vite, mais l'odeur reste. Une odeur acre qui s'infiltre et qui colle, comme une version olfactive de la menace. Les disques durs des caméras sont encore là. On les récupère. On les sécurise, Mark tremble. Répète qu'il ne comprend pas. L'enquêteur le regarde. Et une pensée traverse. Soit Mark est un idiot utile. Soit il est plus impliqué qu'il ne le dit dans les deux cas. Il est désormais une pièce de jeu au matin. Quand la mère retourne au chevet de Léo, elle trouve son fils éveillé. Les yeux ouverts, fixant le plafond. Il ne parle pas, mais quand elle s'assoit, quand elle prend sa main, il tourne lentement la tête vers elle. Et dans ses yeux, il y a une chose qui n'était pas là avant, une maturité brutale. Comme s'il avait vieilli en une nuit, elle murmure. C'est fini, mon cœur. Et Léo cligne des yeux, une fois. Puis secoue très légèrement la tête, non. Si un espace fini, et la mère comprend. Sans mots, que la disparition dont tout le monde parle ne peut être pas seulement physique. C'est une disparition intérieure aussi, une part de lui qui s'est cachée si profondément qu'elle ne revient pas sur commande. L'enquêteur s'approche, toujours doucement. Léo, tu peux me montrer, avec tes doigts, combien de personnes? Léo hésite, il lève un doigt. Puis un deuxième, puis il s'arrête. Tremble et rabat sa main comme s'il venait de trahir une règle. Deux, passons sur le coach. Deux présences, deux voix. Où une voix est un corps, l'enquêteur sent son ventre se nouer. Deux, c'est déjà une structure. Deux, c'est déjà un plan. Léo, la maison, tout est sorti comment. Léo ferme les yeux. Une alarme apparaît. Il tourne la tête vers la porte. Toujours la porte. L'enquêteur suit le regard. Il comprend alors que la porte, dans l'esprit de Léo, n'est pas un simple passage, c'est un symbole. Quelqu'un est entré, ou quelqu'un l'a fait sortir. Et il murmure, très basse, comme une confession. Il avait la clé. La mer et tout fonctionne, un mélange de sanglots et de rage.
La clé. Quelle clé? Léo ne répond pas, mais il serre la main de sa mère d'un coup. Comme s'il décide ne dispasse pas trop fort. Une clé. Ce mot fait basculer toute la maison dans une autre lumière, parce qu'une clé réduit le cercle. Une clé n'appartient pas à un inconnu. Une clé appartient à quelqu'un qu'on laisse entrer. Et au centre de cette histoire, il y avait depuis le début une chose qu'on prenait pour une preuve de sécurité. Un geste de voisinage, une clé confiée au cas où. Maintenant, au cas où ressemble à une invitation. L'enquêteur sort du couloir, appelle son équipe. Et sa voix devient plus tranchante. Il demande qu'on récupère toutes les copies de clés. Qu'on vérifie qu'il en a fait. Il demande qu'on inspecte la serrure. Qu'on regarde si elle a été remplacée récemment. Il demande qu'on interroge de nouveau la sœur du père. Il demande qu'on retrace les achats de gants, les paiements en liquide. Il demande tout parce qu'il sent que les pièges se referment et qu'il faut se glisser dans l'espace minuscule entre les pièges et la victime. Et pendant qu'il parle, dans un autre endroit de la ville, quelque part entre la sortie d'autoroute et les petites rues tranquilles, un téléphone prépare s'allume, une notification s'affiche. Une caméra a été branchée, une autre a survécu. Une voix, derrière un écran. Observe un fil qui commence à s'éteindre, et dans le silence d'une pièce où personne ne devrait être. Quelqu'un murmure, comme un ordre qu'on se donne à soi-même. Il s'est révélé, puis. Après une pause, un autre murmure. Place Freud, alors en avance. À partir du moment où Léo a dit qu'il avait la clé, l'air a changé dans toutes les pistes où la police se trouvait. Si n'était plus seulement une histoire d'ombre sur un perron, de sédatifs, de vidéos floues et de silhouettes, une clé. C'est une permission, une clé. C'est un cercle restreint, une clé. C'est une trahison domestique, la pire forme de danger parce qu'elle porte des chaussures familières et qu'elle ne fait pas de bruit en entrant. L'enquêteur ne laisse pas le temps au doute de se reposer. Il sait que les dossiers basculent sur des minutes. Passant des jours, il sort du couloir. Appelle son équipé et la voix qu'il utilise n'est plus celle qu'on emploie pour parler à une mère au bord de l'effondrement. C'est celle qu'on emploie quand on doit empêcher un auteur de faire sa deuxième erreur. You pire. Sa correction finale, on sécurise l'hôpital discrètement. Passe avec un cordon visible, mais avec des yeux. On vérifie les accès, les portes secondaires. Les sorties de service, on met un agent à l'accueil. Un autre au parking, un autre dans le couloir. Des silhouettes banales, pas des uniformes qui alertent. On ne veut pas effrayer l'auteur, on veut l'endormir. Dans la même heure, un serrurier judiciaire est requis pour examiner la porte d'entrée de la maison. La mère donne la permission d'une voix vide. Le père, Louis, s'est raidé. Encore, vous avez déjà fouillé. On lui répond calmement, on ne fouille pas. On comprendra et comprendra. Pour un auteur, c'est dangereux. Le père serre la mâchoire et se tait, mais son silence à un bord. L'enquêteur note si bord. Il ne sait pas encore à quoi il sert. Mais il sait qu'il copie. Le serrurier arrive. Un homme au visage neutre, habitué à toucher des objets qui ont été touchés par la peur. Il observe la serrure, la gâche, la chaîne. Il n'a pas besoin de longues phrases pour livrer l'essentiel. La serrure ne montre pas les marques d'un crochetage brutal. Cela ne prouve rien d'absolu. Mais ce qu'elle a fait glisser le dossier vers une direction plus intime, pas d'effraction. Donc une clé, ou une manipulation propre. Il y a, cependant, une micro-rayure sur le cylindre, comme si on avait introduit et traité une clé avec un pieu trop déhâté. Et avec une main tremblante, il y a aussi cette torsion minuscule sur la chaîne.
déjà remarqué, comme si quelqu'un avait voulu ouvrir sans ouvrir. Créer l'illusion d'une barrière tout en permettant un passage contrôle. La maison d'Hausman confirme qu'on lui a joué un rôle. On rassemble les personnes qui pourraient en posséder une clé. La mère, les grands-parents, Marc le voisin. Peut-être la sœur du père si elle a eu une copie un jour. Peut-être un ancien artisan si on a fait des travaux. Et c'est là que la normalité s'y pratique en façade. Si Fisher, la mère appelle sa mère. Elle a bien une clé, mais elle est vite deux sur et n'est pas venue. Les grands-parents paternels, ils n'ont pas de clé. Marc, il a la sienne. Mais il jure qu'elle n'a pas bougé de son trousseau. La sœur du père. Elle affirme ne jamais en avoir eu. Le père ajoute. Comme un réflexe. On n'a jamais donné à ma sœur. Il le dit avant qu'on le lui demande. Et-ce réflexe? Encore une fois, ce n'est comme une défense anticipée. On récupère les clés physiques quand c'est possible. On les photographie. On note l'usure. On cherche ici quand peut chercher. Une clé peut avoir des microtraces. Une clé peut trahir un usage récent. Mais la police sait aussi que la vérité n'est pas toujours dans le métal. Parfois, elle est dans les habitudes. Qui a accès aux sacs, aux poches, aux manteaux, qui peut prendre une clé sans voler parce qu'elle est dans un bol. À l'entrée, comme un objet collectif. Qui vit dans une maison et peut y circuler sans être vu. À l'hôpital. Léo s'épuise, la lucidité lui coûte. Mais il a ouvert une brèche, et une brèche appelée la pression. L'enquêteur partage. Il veut le protéger. Mais il a besoin de ce qu'il avoue dans les affaires où l'emprise existe. Les spécialistes en psychologie, souvent cités dans les formations de police et les récits de terrain, insistent sur une chose, la victime est conditionnée à obéir, mais aussi conditionnée à anticiper la punition. Il ne suffit pas de dire tout est en sécurité pour que le corps y croie. Léo, même entouré, même hospitalisé, vit encore dans la logique de si j'ai parlé. Elle arrive, son regard revient à la porte comme à une menace vivante. L'enquêteur tente un contournement, il sort une feuille. Un stylo, il ne demande pas à Léo de raconter. Il lui propose de dessiner. Tu peux me montrer où que tête. Léo hésite. La mère serre sa main. Mais sans l'étouffer, comme si elle avait appris. En 2 jours, la bonne pression. Léo prend le stylo, son trait est tremblante. Maladroit, mais il dessine la maison. Le porche, le petit passage derrière la haie. Le cercle près du terrain de basket. Puis, place loin, une forme rectangulaire. Une station. Une pompée. Il pose le stylo, il respire vite. Puis il écrit, en lettres mal assurées. N'est pas regarder, la mère lit. Et son visage se décompose. N'est pas regarder quoi? Chuchotait-elle. L'enquêteur ne pose pas la question à voix haute. Il comprend que ne pas regarder peut être une consigne donnée au moment où on l'émène, une consigne qui empêche l'identification. Et dans si simple ordre, on entend la méthode.